Je m'appelle Daniel Digna et vous écoutez Vitamine Sud. Entrepreneur, CEO, créateur, sportif, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui font bouger le Sud. Des parcours d'exception, des personnes qui ont osé, qui ont échoué, rebondi et trouvé leur manière de réussir. Vitamine Sud, c'est votre dose d'énergie pour croire en vous et vivre vos rêves ici. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vitamine Sud. Il y a des entreprises marseillaises qu'on connaît un peu moins et pourtant elles sont dans notre salon tous les soirs. Chaque fois que vous allumez votre décodeur Canal+, votre Freebox, que vous regardez un match en streaming sur Sky en Italie ou que vous zappez sur Telefonica en Amérique latine, il y a de bonnes chances que le logiciel qui fait tourner votre box ait été conçu ici à Allo. Mon invité du jour, c'est Jacques Bourninot. Il est le cofondateur et CEO de Yplay depuis 2006. Au départ, 3 ex-collègues et une idée simple, créer des logiciels open source pour les décodeurs TV, avec un seul objectif, que vous passiez la meilleure soirée possible devant votre télé. Il a bâti une référence mondiale avec plus de 50 collaborateurs qui travaillent aujourd'hui avec plus de 20 opérateurs parmi les plus grands du monde, Canal+, SFR, Telefonica, AT&T, Sky et j'en passe. Leurs logiciels ont été déployés sur plus de 12,5 millions de décodeurs à travers la planète. Mais le marché de la télévision est en pleine révolution. Netflix, Disney+, Amazon, Apple TV bousculent les opérateurs traditionnels. Dans ce contexte, Yplay doit sans cesse innover pour rester dans la course et c'est là que Jacques excelle. Nouvelle acquisition, nouveaux produits, nouveau marché. Yplay n'a jamais été aussi ambitieux qu'aujourd'hui. 20 ans de construction acharnée, une ambition mondiale portée depuis le Sud. Jacques, merci de m'accueillir dans les locaux de Yplay et bienvenue dans Vitamine Sud. Merci Daniel. Est-ce que ma présentation était correcte? Comment est-ce que toi, tu aimerais présenter les choses? Ouais, non, c'est une bonne synthèse. Hein. C'est bien que ça soit fait de l'extérieur parce que effectivement, pour moi qui suis de l'intérieur, synthétiser une vingtaine d'années, c'est compliqué. Donc, je trouve que c'est pas mal. Trop bien. Et donc ça, c'est ton parcours entrepreneurial et à titre plus personnel. Enfin, Jacques, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi, j'ai 61 ans. Je sais que je les fais pas, c'est sûr. Voilà, ça fait 20 ans donc je suis à la tête de Yplay. J'ai été marié pendant très longtemps. J'ai eu 5 enfants avec la même femme, qui sont grands, quasiment tous grands maintenant. Et voilà, j'ai eu un parcours au départ. Alors, au niveau études, ma formation elle est plutôt comptable et financière. Avec, j'ai fini avec l'IAE d'Aix-en-Provence, très bonne école. Et j'ai travaillé en famille avec mon père tout de suite après l'école. Fait une bonne expérience déjà d'entrepreneuriat, donc voilà, la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre en général. Ceci dit, j'ai voulu quand même regarder ce qui se passait à l'extérieur parce que c'est sûr qu'une expérience familiale peut aussi t'empêcher. C'est assez agréable d'un côté, mais ça peut aussi t'empêcher de voir d'autres choses. Donc j'ai travaillé à l'extérieur dans des métiers. Enfin, le métier est toujours le même, mais dans des environnements différents comme l'industrie pharmaceutique par exemple. Et puis j'ai fait un petit peu de conseil, j'ai fait de l'internet dans les années 2000 en travaillant aussi dans une start-up qui était à Château-Gombert. Et j'ai fait après un petit peu de conseil parce que je pensais qu'effectivement c'était intéressant de partager mon expérience au sein d'un tissu PME de la région. Alors c'était compliqué, c'est tout un sujet, mais c'était compliqué. Et puis je pense que je suis pas fait pour donner des conseils en fait. Ok. Je suis plutôt fait pour faire. Et c'était assez frustrant de ne pas exécuter les potentiels conseils que je donnais. Voilà. Et après je suis arrivé presque par hasard dans l'industrie, donc chez Néotion, à l'époque, ça devait être aux alentours de 2002. Voilà. 4 ans avant Yplay. Ouais, j'y connaissais absolument rien. Donc le monde du décodeur, du satellite, des réseaux, du broadcast, du broadband, etc. Donc j'ai passé des moments de solitude assez importants pour apprendre un monde et un vocabulaire qui m'était j'étais complètement hermétique. Et bon, quand on n'y connaît rien, c'est assez compliqué. Et puis ça a été une très belle opportunité.
Voilà, je suis rentré en directeur financier. 6 mois après, j'étais directeur général. Ouais. J'ai pris des missions que je voulais faire, donc partir à l'étranger. Donc j'étais jamais parti à l'étranger, donc je me suis retrouvé quelques semaines après en Chine pour aller trouver des décodeurs au milieu à Shenzhen, au milieu des fabricants de décodeurs chinois, etc. Donc voilà, c'était rude, mais c'était bon parce que bah voilà, j'ai progressé du coup très très vite dans cet environnement. Et Et comment puis t'es arrivé du coup chez Neocean? alors complètement par hasard, ils cherchaient un directeur financier. J'ai proposé ma candidature et j'ai été sélectionné. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. Trop Voilà. bien. Et puis globalement, bah, dans l'entreprise, bah, c'est l'histoire de l'entreprise. On n'était pas très alignés avec enfin quand je dis on, c'est l'équipe en interne où on était très amis en fait, en plus, enfin collègues de travail un peu plus. Et puis donc on allait déjeuner à midi, on discutait de plein de choses, on avait plein d'idées, etc. Et le dirigeant de l'époque était très bien, mais assez centré sur lui, donc assez compliqué de faire quelque chose et de faire profiter. Là, on en reparlera peut-être après. Moi, j'ai une vision de l'entreprise qui est quand même une vision entrepreneuriale, mais au sens large. Ouais. C'est-à-dire que tout doit pas revenir dans la poche du dirigeant. C'est aussi une aventure humaine dans laquelle on accumule des compétences différentes, mais aussi il faut que tout le monde puisse gagner sa part du gâteau, quoi. Si tout le monde travaille et qu'il y en a qu'un qui récupère, je suis pas sûr que ça soit. Enfin, en tout cas, c'est pas mes valeurs. Ouais. J'ai pas de jugement, mais c'est pas mes valeurs. Et Plutôt un partage de la valeur. partage de la valeur, ok. c'est à la fois la valeur travail en aval, mais en amont, mais aussi bah, qu'on récupère ce qu'on a investi aussi Ouais. en termes de travail après. Ok. Ça, c'est un autre sujet un peu complexe. Et on connaissait bien le marché, on a regardé ce qui se passait, et en fait globalement, on s'est dit. Pardon. Et Jacques, Ouais, bien sûr. Neocean, enfin, du coup, faisait quoi exactement? On va revenir après ce que fait Whiteplay, mais en Alors, essayant de Neocean vulgariser un peu. faisait, on va dire, du décodeur. Ok. Plutôt hardware. Ok. Avec quelques spécificités qui faisaient qui étaient pas très avouables entre guillemets, qui étaient beaucoup liées au piratage Ouais. et à d'autres choses. Ok. Voilà, mais globalement on était dans ce monde-là du décodeur, on va dire, Ouais. pour simplifier les choses. Ok. J'allais dire, on va se faire des fleurs, mais j'allais dire on a eu la bonne idée au bon moment. C'est-à-dire que si pour le kidam qui nous écoute, il s'est passé dans le décodeur ce qui s'est passé dans le mobile, c'est-à-dire qu'on est passé d'un téléphone qui servait qu'à téléphoner, à envoyer des SMS super simples, à aujourd'hui un smartphone. Donc la génération, toi tu connais sûrement que le smartphone. Moi j'ai connu le Télécom 2000 avec la valise qu'on portait dans le truc. Et donc en fait, c'est sûr que les fonctionnalités du décodeur allaient tellement évoluer que les solutions qui étaient actuelles, donc on se met en 2006 en fait, ne pouvaient pas suivre le développement des fonctions en fait qu'on attendait d'un décodeur. Et le business model était aussi différent. C'était des solutions qui étaient très monolithiques, donc chaque fois qu'il fallait changer quelque chose, bon ça mettait des mois, ça coûtait une blinde, Ok. si je peux me permettre. Et puis voilà, donc on a eu, je dirais, presque la bonne idée au bon moment. On est parti, on était une dizaine de Ok. Notion, Wow. donc on a tous démissionné. On a créé Whiteplay et effectivement, bah, on s'est aperçu que on a eu la bonne idée au bon moment et que on est arrivé à un moment où le marché a évolué. Notre solution, qui était modulaire, qui était Linux, hein, pour les spécialistes. C'est ça, cette bonne idée du coup, ouais, que tu es Et en train de décrire par rapport à cette device qui était, on va dire, pas très flexible, un peu fermé aussi, voilà, fermé ok. en termes de code. Ouais. Donc là, on avait quelque chose qui était basé sur des composants qui pouvaient évoluer, et aussi un business model qui était un peu différent parce que il y avait aussi le fait qu'on a voulu être open source dès le départ. Donc open source ne veut pas dire gratuit, ça veut dire que les clients, et aujourd'hui c'est le cas pour tous nos clients actuels, ils ont un droit d'usage sur le code. Donc ils ont pas un transfert de propriété, ils ont un droit d'usage. Donc c'était hyper important parce que c'est vrai que l'opérateur de télé a souffert du fait d'être un peu prisonnier du code qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et quand vous avez des millions de décodeurs qui sont déployés, des fonctions qui doivent arriver,
si votre fournisseur il vous dit ouais, mais ça je peux te le faire dans 12 ou 18 mois et ça va coûter des millions d'euros, on n'a pas le choix, faut le faire. Ouais. Avec WiPlay, c'est différent. On a intégré aussi une concurrence, une flexibilité, qui nous a mis aussi en danger d'un côté, mais c'est l'évolution du marché. À un moment donné, on peut pas aller contre cette demande, et je pense qu'on l'a même introduite au bon moment. Ouais. Donc voilà. Ok. Et si on reschématise pour vulgariser auprès de l'audience, avant, donc il y avait donc l'opérateur ou la boîte télécom qui crée du contenu. Il faut que ça atterrisse sur les supports, donc la télé des usagers finaux. Il y avait un opérateur de hardware, donc par exemple Neocean avec une device qui contrôlait en fait ce qui se passait entre l'opérateur et l'usager final. Et là, vous avez pas eu l'idée de faire du hardware, mais d'influer sur le code, la software qui est dans l'hardware. Nous, c'était que du software. Que du software. Et en fait, on a créé un operating system. C'est un peu le Windows du PC qui est sur la box, puisque n'importe quel device va fonctionner avec un operating system. Téléphone, c'est iOS pour moi ou Android pour les autres. J'en sais rien. Voilà, mais n'importe quelle, une caméra, ton appareil photo qui filme là, il a un OS à l'intérieur. Donc en fait, sans changer la boîte, tu peux changer ce que la boîte fait avec votre operating system. Voilà. Ok, donc, génial. Donc beaucoup moins cher, comme tu le dis, pour faire des innovations, pour changer des choses. Beaucoup plus flexible. On rend pas notre client n'était pas prisonnier de de ce qu'on lui offrait, et avec surtout au niveau technique la possibilité d'évoluer dans le temps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un opérateur en termes d'investissement, avoir des millions de box sur le marché, c'est un investissement de centaines de millions. C'est énorme. Donc aujourd'hui, aujourd'hui de tout temps, la durée de vie de ce device est super importante. Aujourd'hui, si vous devez le changer tous les 3 ans, ou à un moment donné le software ne suit plus, donc vous êtes obligé de changer le hardware parce que le software ne suit plus, c'est un vrai problème. C'est clair. Donc on a créé quelque chose qui était beaucoup plus pérenne dans le temps, beaucoup plus flexible. Donc ça a quand même largement allongé la durée de vie des décodeurs, des opérateurs sur le terrain. Le meilleur exemple parce qu'on est en France, c'est Canal+. On a commencé par mettre à jour l'ancienne génération des décodeurs Canal+, et aujourd'hui, ils ont fait ce qu'on appelle un rollout en anglais, évidemment. Mais ils ont, je sais pas, les premiers, ils ont 15 ans maintenant. Là, c'est les derniers qui restent, c'est sûr, mais je veux dire, la durée de vie est super importante. Super clair. Et t'es mentor aussi d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on dit souvent que dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs causes d'échec. La première, c'est l'association. Là, c'est quand même peu commun de démarrer une aventure à 10. Comment est-ce que ça s'est bien passé avec l'ex-employeur? Peut-être qu'il y a prescription entre-temps, je sais pas si tu peux en parler. L'ex-employeur, ça s'est pas bien passé. D'accord. Faut être clair, et il a tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Le démarrage a été aussi chaotique parce que à la base on avait trouvé un investisseur qui était un industriel allemand qui fabriquait des décodeurs et qui a eu un problème financier et qui a déposé le bilan dans les 6 mois d'ouverture. Donc on s'est retrouvé à 10-12 personnes sans aucun revenu, et là on a fait le schéma classique de la levée de fonds. Donc on a regardé Internet, on a regardé les fonds, on a monté un dossier, on est allé les voir individuellement, et on a eu la chance, parce que je pense dans ce monde-là, là aussi je fais un peu de conseils aussi sur tout ce qui est levée de fonds, etc. Basé sur mon expérience. Il faut avoir un petit peu de chance, toujours. Et là on a eu de la chance. Parce que tu avais aussi un bon time to market, une belle opportunité. Alors la chance qu'on a eue, je pense, c'est que on a levé les fonds avec un fonds qui s'appelle Sofinova, et qui à l'époque c'était vraiment, qui était centré sur l'IT. Et le représentant qu'on a vu venait juste de rater une opération à peu près dans le même domaine dans lequel on était. Donc il avait une espèce de frustration qui a fait que ça a été assez rapide. On cherchait 1,5 million. Il nous a dit moi c'est 4 millions ou rien, et je dis c'est 4 millions, alors il n'y a pas de problème. Génial. Il suffit de reprendre un peu les tableaux Excel, et vous inquiétez pas, on va trouver 4 millions parce qu'ils voulaient que vous soyez plus ambitieux. Je sais pas, c'était leur ticket. Oui, alors ça c'est bien. Ça aussi, c'est une partie. Tout ce qui est levée de fonds, investisseurs, etc. C'est une partie complète sur lequel c'est un sujet complet sur lequel on peut discuter. Ça peut être long, mais c'est vrai, dans les points qui sont extrêmement positifs, c'est de recalibrer l'ambition, et ça c'est bien.
Et c'est aussi le conseil que je donne souvent sur des petites pousses qui, on a tendance aujourd'hui à un peu, c'est un peu le mal français par rapport aux anglo-saxons, c'est qu'on a tendance à imiter en disant on n'ose pas demander, c'est trop d'argent, etc. Et en fait, voilà, je pense pas. Ouais, moi, j'ai fait une expérience de levée de fonds, du coup, dans la food, et je cherchais à lever 500 000, et après coup, on m'a dit, enfin, il faut chercher plus, quoi. Si Ouais, tu ouais. demandes un demi-million, tu manques d'ambition, quoi. Donc, enfin, ça dépend quel produit, quel Ouais, secteur, c'est ça, etc. c'est ça. Mais, On peut pas faire de règles non plus oui, immuables. oui, non, Mais c'est sûr. globalement, voilà. Et après, quand les fonds rentrent, il y a du plus et du moins, mais dans les plus, il y a effectivement, ils poussent. Et ça, c'est bien. Ouais, ok. Ça, honnêtement, voilà, on est poussé au cul, comme on dit. Ouais. Et ça, c'est plutôt En plus, ce positif. qui est incroyable, enfin, on va dire l'essor de la startup nation comme on la connaît aujourd'hui, c'était 2014, 2015. Ouais, dans le Et 2006, toi, on était dans les plus grosses levées de fonds. ouais, t'étais il y Ouais, a 10 ans avant. Enfin, c'était pas du tout démocratisé. Ce que c'est le venture capital ou la levée de fonds chez les entrepreneurs. Donc, enfin, t'es quand même un pionnier un peu. ouais. Et en plus, ce qui est incroyable derrière, c'est vrai que ça pousse. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que, en fait, 4 millions, on demandait 1,5 million. On se dit 4 millions, c'est bon, on va vivre pendant 40 ans à peu près, quoi. Et 1 an après, on n'avait plus d'argent. Donc, Ok, waouh. pour dire comment ça recalibre effectivement les ambitions et le business. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, on a fait, je sais plus maintenant parce que c'est vieux, mais on a fait 3-4 levées de fonds. Ok. Donc, à la fin, on avait 4 fonds d'investissement et je pense qu'au total, on a dû lever à peu près 28 millions d'euros Waouh. quand même. Ok, waouh. Sur les 5 premières années, quoi. Incroyable, Ouais. incroyable trajectoire. Et moi, justement, j'ai envie de m'arrêter sur les tout débuts parce que je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai échoué 2 fois au bout de 18 mois, donc c'est entre là où vous quittez l'ex-employeur et vous galérez un peu sans revenu jusqu'à cette levée de 4 millions. Il se passe combien de temps? Ça remonte un peu, mais Ouais, désolé, non. c'est l'âge. Attends, bon, on a fait, il se passe alors, bon, allez, je pense que l'investisseur allemand, il a dû nous financer les 6 premiers mois. Ok. Après, il a arrêté. C'est presque nous qui l'avons aidé. Truc incroyable, le monde à l'envers. Et après, il a dû se passer 12 mois, je pense, en moyenne, entre le moment où on démarre la prospection et le closing final. Mais c'est Donc, rapide quand même. c'est rapide, j'allais dire. Enfin, vous avez pas eu C'est une longue rapide. traversée du désert. Non, c'est là où je dis c'est le petit côté chance qu'on a eu parce qu'on n'est pas passé par une banque d'affaires, donc on l'a fait tout seul. Ce qui est une erreur, je pense. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas ce que je conseille aujourd'hui. C'est un vrai métier, tu dis. Parce que par exemple, la personne qui se reconnaîtra peut-être, qui nous a fait confiance, on est tombé dessus par hasard. Alors que si tu passes par une banque d'affaires, peut-être la banque d'affaires qui l'aura au téléphone toutes les semaines, tous les 2 semaines, tous les mois, va savoir qu'elle cherche un dossier comme ça, etc. Donc ça sera plus simple. Ok. Nous, on a eu vraiment un coup de bol, quoi. Et tu peux aller chercher une banque d'affaires, enfin, quand t'es à zéro, enfin, juste Ouais. avec, ouais. Ok. D'où alors la Ouais. banque d'affaires, c'est bien parce qu'elle fait un peu le boulot de l'ambition. Ouais. Avant le fonds d'investissement. Donc, moi, je pense que c'est intéressant, si on a le temps là, mais c'est intéressant pour 2 raisons, au moins 2 raisons. La première, c'est que de toute façon, ils sont payés au résultat. Donc déjà, c'est un bon test. Parce que s'ils te prennent, c'est qu'ils pensent que ton business, il est bon et que tu vas pouvoir lever des fonds. Donc déjà, c'est un premier filtre qui est super bon, quoi. La deuxième élément, c'est qu'ils vont te faire effectivement ton dossier de présentation où ils vont travailler avec toi pour recalibrer tes ambitions, ton business plan et ton marché, etc. Et troisième raison, donc il n'y en a pas 2, il y en a 3, c'est qu'ils connaissent le marché de la levée de fonds. Donc eux, ils savent parce que toi, tu es à l'extérieur dans un fonds d'investissement. Tu vas taper sur le fonds d'investissement, mais tu vas taper dans une espèce de bonhomme en mousse. Tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu sais pas où est-ce qu'il va atterrir. Tu sais pas si le fonds, il a déjà fait ses investissements de l'année, s'il a déjà investi dans le même secteur que toi, donc il va pas faire 12 investissements dans le même secteur. Enfin, tous ces éléments qualitatifs, tu vas pas les connaître parce que tu les connais pas. Les banques d'affaires, les bonnes banques d'affaires, elles, vont être en contact à l'année avec eux. Donc, ils vont savoir si le partenaire que tu as en face de toi, il est grillé, son board lui donnera jamais le prochain dossier. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça arrive, hein, c'est du vécu. Ou si c'est l'inverse, ils cherchent un dossier dans ton secteur et ils vont avoir une appétence particulière là-dessus. Donc, cette connaissance marché, elle est super importante. Le faire seul, encore une fois, on a eu de la chance. Le faire seul, c'est un chemin de croix.
parce que tout ça tu le sais pas. Donc tu fais du volume, tu fais des calls, des machins, des trucs comme ça, et en fait la banque d'affaires va te dire fais pas un call avec lui parce qu'il va te prendre de l'intelligence au sens anglo-saxon du terme, donc de la data. Ouais. Mais il fera jamais rien. Donc ça, tu vas le gagner ce temps-là. Moi, j'ai exactement vécu ça dans mes rendez-vous de levée de fonds. Ouais. Super intéressant. Et justement, pour fermer la parenthèse pour les auditeurs entrepreneurs qui écoutent, qui sont en phase de start, donc de 0 à 1, tu conseilles, ça dépend, j'imagine, des secteurs, etc., mais d'aller voir des banquiers d'affaires ici dans la région ou à Paris directement ou... J'ai pas de... Faut tester. Ouais, je sais pas, j'ai passé depuis longtemps, mais je pense qu'il y a des banques d'affaires qui s'occupent de la phase start-up en région. Je pense que c'est bien. Je pense qu'on peut lever des fonds dans le régional aussi. Je pense que c'est bien parce que les gens connaissent comme tu disais, hein, ça dépend beaucoup du profil de la société. Ça dépend où tu vas t'installer. Nous, on avait un business qui était déjà international. Donc c'était compliqué d'aller à Marseille et de dire coucou. On vient, c'était possible, hein. Il y a pas de frein non plus. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au profil de la boîte et du business qu'on allait développer, on était déjà dans une formulation internationale, quoi. Ouais. Voilà. Ok, très clair. Et donc vous levez ces 4 millions et qu'est-ce que tu vends? Enfin, c'est quoi le business plan derrière ces 4 millions? Enfin, c'est quoi de votre vision à ce moment-là? Ouais, voilà, ta vision à ce moment-là, ton positionnement, ton plan. Alors il y avait deux axes. Il y avait un axe hardware au départ, parce que on s'est dit, alors 2006, faut remettre dans le contexte, c'était aussi le moment où il y avait beaucoup de piratage, et donc il fallait, donc c'est le générique du nom Whyplay d'ailleurs. Il fallait, nous on avait en tête un device qui pouvait jouer tous les formats, quels qu'ils soient, même des copies de DVD, etc., etc. C'est pour ça Whyplay vient de là d'ailleurs. Why, qui est le why à la Marseillaise. Ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment la genèse du nom, parce que bon, on avait foutu un peu le bordel aussi à la Marseillaise, et Play parce que c'était pour nous l'élément principal, c'est de pouvoir jouer tous les formats, tous les flux dans tous les environnements. L'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est le Play. Ok. Ça c'est l'étymologie de. Ok, trop cool. On vous a gardé le nom depuis le début, Depuis le début. Ouais, trop bien. Et donc on a fait du hardware avec deuxième élément, c'était l'interface qui devait être, donc l'OS et l'interface qui devait être super fluide et très comment on appelle ça quand on peut se l'approprier rapidement, etc., quoi. Okay. Et donc on a fait des devices hardware qu'on a même vendus chez Boulanger. Ok. Donc c'était à destination des particuliers. Ouais, c'était du B2C à la base. Ok. Et pourquoi ce choix du coup parce que dans ma tête, il fallait prouver qu'on pouvait le faire, parce que c'est compliqué d'arriver avec une offre B2B en disant nous Whyplay on est 10, on va vous révolutionner le truc, etc. Le cycle de vente, donc finalement cette phase-là était très dure, parce que le hardware c'est dur, comme son nom l'indique, mais c'est vraiment difficile. Par contre, quand on s'est présenté dans la deuxième phase de notre vie, mais très rapidement, 2 ans après, vers notre premier client qui s'appelait Neuf Télécom et qui est devenu SFR, donc on a dealé avec Neuf Télécom, on a fait le deal avec SFR. Qui a racheté Neuf Télécom, on montrait quelque chose. On dit voilà ce qu'on sait faire. Donc c'est bien parce que ça a prouvé qu'on pouvait le faire. Parce que encore une fois, quand on va voir, parce que dans le métier on disait on vous fait un middleware, mais grosso modo on vous demandait de mettre des millions sur la table. Bon, un deal c'était entre 3 et 5 millions, plus des licences après pendant des années, et on vous livre quelque chose dans entre 12 et 18 mois. Ouais. Bon, l'histoire est... Okay, pour une boîte en phase de lancement, c'est compliqué, quoi. Quand on est petit Whyplay à Allo, que personne nous connaît, c'est compliqué, quoi. Mais dans ta tête, t'avais déjà cette stratégie de commencer par le B2C pour ensuite t'orienter vers le B2B ou... Oui. Ouais. Ah, ok, donc c'est super oui, intelligent. C'était déjà, on voulait prouver qu'on était capable de faire, voilà. Ouais. Et évidemment, très rapidement, on a arrêté le hardware parce que le hardware, c'est une plaie, quoi. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de garanties à donner. C'est un métier à part entière. Et on s'est senti rapidement pas capable de faire ça sur des volumes très importants. Et puis notre software fonctionnait bien.
on a commencé à avoir des contacts à des bons niveaux avec des opérateurs de télé. Ouais. Et on s'est dit, voilà, ça, on sait faire. On a montré qu'on savait faire. On va avancer plutôt dans cela. Donc, on a abandonné la partie. Et puis on s'est concentré sur le software. Ok. Mais du coup, vous en avez quand même vendu quelques-uns et ça marchait. Ouais, on a vendu peut-être 80 000 ou un truc comme 80 000. ça. Ouais. Ah ouais. Ok. Je me rappelle plus trop, mais oui, on Et a quand je parle du boulanger, c'est le boulanger qui vend du pain, c'est pas l'enseigne boulanger. Si, c'est l'enseigne boulanger. Ah, pardon, ok. Ok. C'était sous la marque Boulanger d'ailleurs. Ouais, Je sais pas comment ça s'appelait Boulanger, mais ils avaient une marque propriétaire. Ok, ouais, je sais, voilà, c'était très... Et encore, je pense qu'il y a encore des sites avec des... je te jure, je me rappelle même plus du nom du truc. Ça avait 20 ans. Hein. Ouais. Enfin voilà, enfin en tout cas ça a servi au moins pour ça parce que c'était important, ça nous a donné la crédibilité 000, sur le marché. Même en B2C, c'est déjà énorme. Et donc ton 4 millions, tu dis que vous le cramez en un an. C'est salaire et 2 ans, production des boîtes. La prod aussi beaucoup, salaire pas tant que ça en fait, parce qu'on est resté, on a grossi forcément, mais on est resté quand même une équipe. Enfin moi j'ai pas l'ambition d'ajouter des gens pour ajouter des gens. Hein, ça c'est pas mon. Lean. C'est pas mon truc. On est assez lean, toujours d'ailleurs. Et par contre des bons profils, effectivement, des gens qui exécutent et qui sont capables de délivrer. Ouais. Et donc ça a duré 1 an. J'avais exagéré à la Marseillaise, mais ça a duré 2 ans. Donc 2 ans après, on s'est dit on va refaire une levée de fonds. Là, on a pris une banque d'affaires. Ça c'est 2008-2009 environ. Ouais, ça doit être ça, 2008. Ouais. Et donc là, tu relèves des fonds et t'es conscient que pour attaquer le B2B, là pour le coup, t'as un cycle de vente de 18 mois. Ouais, voilà, cycle de vente qui est plus. Alors cycle de vente et cycle de prod de 18 mois, mais cycle de vente aussi très long. Ouais. Mais d'un autre côté, attaque du marché international à fond. Donc là, on se dit, on vise les tier 1 opérateurs dans le monde. Donc les tier 1, c'est... Donc les Canal+ dans tous les autres pays qui ont des tailles assez importantes. Les Sky, Première. Bah, moi, je suis moitié allemand. Avant que ce soit Sky, ça s'appelait Première. Ouais, c'est possible, ouais, ok. Et ok, là, c'est la phase d'accélération à fond. La phase d'accélération. Là, je pense qu'on a atteint quasi les 150 personnes. Des projets importants. Belgacom qui est devenu Proximus en Belgique, Canal+, toute la maintenance des SFR, l'attaque de DirecTV les États-Unis, Amérique du Sud. Ouais. Donc on déploie dans une quinzaine de pays d'Amérique du Sud. Telefonica derrière qui prend le soft aussi en marque blanche. Voilà, donc là c'est les grosses années projets. Là c'est la méthodo, la gestion de projet, la méthode agile qu'on a introduit aussi rapidement parce qu'à un moment donné ça devenait compliqué. Ouais. Voilà. Un peu processé et essayer de créer une machine un peu de fluide. Et c'est les belles années. J'allais dire, est-ce que t'as aimé ces années ou pas? Oui. Non, forcément, au niveau business et puis quand tu vois le décodeur qui est mis en prod et l'image qui arrive sur la télé, tu vois, dans toutes les métiers d'ingénierie, il y a plein de choses. Tu peux faire un calculateur de rafale, de machin, etc. C'est super. J'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je dis le plus qu'on a nous, c'est qu'à un moment donné, pour l'ensemble des collaborateurs, on voit le résultat et c'est super concret parce que le résultat c'est pour Monsieur, Madame, tout le monde. Ouais. Et ça c'est sympa. Ouais. On voit l'image et on voit tout de suite aussi le résultat parce que tu as tout le back office de l'opérateur qui te dit on a lancé, les retours sont bons, les retours sont moins bons, on voit les bugs qu'on n'avait pas vus malgré des mois de tests et de machin, etc. Voilà, donc c'est intellectuellement et physiquement c'est top quoi. Génial. Et vu les chiffres là que tu me dis en si peu de temps, c'était une des plus belles success story tech de France, non? Je sais pas. Ok, bon, t'es humble, mais en tout cas c'est impressionnant dans la phase avant. Parce qu'à la fin on fait que du soft, donc on n'a pas non plus tapé des centaines de millions de chiffre d'affaires. Hein. On a fait 15-16 millions, voilà. Mais qu'en soft, en licence, c'est pas mal quoi. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Et justement en termes de go-to-market, donc comment tu vas aller chercher ces clients tier 1, donc les Canal+, etc. Comment tu les approches? Il faut aller voir le DG. Par tous les moyens, on va dire. Par tous les moyens. Non, les moyens qu'on connaît, tout le monde connaît, c'est la prospection. Elle se fait beaucoup à travers des salons professionnels.
où là tu brasses du monde. C'était encore l'époque, ça a un peu évolué. L'époque des très gros salons internationaux. On a fait le CES pendant des années Ok, à à Las Vegas, ouais. voilà, on allait à 10 personnes, on avait des salons, toute l'industrie. Alors parce que l'industrie B2C était sur le convention center, comme on dit à Las Vegas, mais il y avait toute la partie infra B2B qui était plutôt dans les hôtels et se rassembler à peu près dans les mêmes hôtels. Donc il y avait toute l'industrie qui était là, qui partait du composant électronique jusqu'à l'interface. Avec toute la chaîne de valeur. Et toute la chaîne de valeur était là, donc il y avait vraiment de quoi brasser. Alors c'est là où on a eu notre premier client qui était SFR. Hein. Bizarrement, là aux États-Unis. En 2010, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, c'était aussi une forme de preuve ou de réassurance de vous retrouver à Las Vegas aussi, même pour les acteurs français, peut-être. Ouais, ça brasse. C'était un coup qui était important, mais ça brassait du monde. Ouais, il y avait vraiment ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le salon a complètement évolué. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'y vais plus, par exemple. Ok. On a switché sur d'autres choses. Donc c'est beaucoup les salons. Puis après, effectivement, la communication, la prospection directe, les rendez-vous, les tournées dans des zones géographiques spécifiques, Asie Pacifique, Latam, voilà, avec des commerciaux. Alors là, il y a eu, ça a bougé dans tous les sens parce que c'est compliqué de rester stable dans ces structures quand on a des gens à l'étranger, mais avec des gens qui sont aussi postés un petit peu à l'étranger et qui font le relais par rapport à nous, quoi. Super intéressant. Et alors on n'a pas une base de clients très très importante en nombre, hein, et on a des cycles de vente qui sont aussi très longs. C'est entre 12 et 24 mois le temps à partir du premier contact, parce que c'est souvent des appels d'offres très importants, c'est long, il y a des allers-retours. Vous êtes combien de concurrents sur un appel d'offres? Sur la partie, on pouvait être entre 2 et 5 concurrents. Ah ouais, ok, wow, c'est énorme. Devant nous, des fois, on avait des très très grosses boîtes. Ouais. Et disons sur 10 appels d'offres où tu te mets à fond dessus, t'avais un taux de conversion de combien? C'est difficile à dire, mais pas beaucoup. Ok, donc il faut vraiment faire du volume, comme tu dis, pour décrocher. Après un appel d'offres sur la partie middleware, t'en as pas un tous les 3 mois non plus. C'est pas quelque chose que tu changes, parce que t'arrives aussi dans des cycles où les gens ils ont un soft qui fonctionne, ils sont pas dans une phase de changement. Donc on peut très bien avoir un client potentiel, mais la fenêtre, elle va s'ouvrir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça, on ne sait pas. Donc, non, mais c'est important parce que la présence, c'est important. Il faut qu'on soit dans l'esprit du gars. C'est-à-dire qu'au moment où la fenêtre va s'ouvrir, ils se disent Wayplay. Donc, il y avait aussi toutes des actions d'évangélisation, d'être sur le marché, de faire connaître nos succès, de faire savoir comment on travaillait, que la marque soit un petit peu reconnue. Ce qui était aussi une difficulté, parce que quand on travaille avec les opérateurs, souvent ils veulent pas dire avec qui ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire c'est ma techno, je fais ça en interne, machin, etc. Souvent, la plupart du temps, c'est pas vrai. Et ça, je le relierai après sur ce qui va se passer dans l'histoire de Wayplay. Ça a été un point d'inflexion important où j'ai un petit regret là-dessus, avec Canal+ en particulier. Ok, allons-y. Donc ça, c'était la bonne époque. Après, l'évolution du marché, ce qui est arrivé. Donc là, on fait un saut de combien d'années là? Parce que là, on est en 2006. On se retrouve au milieu, il y a 10 ans, quoi. Ok, 2016. 2016. C'est ça, c'est à peu près ça. 2016, 2017. Donc, on a un petit acteur méconnu qui arrive sur le marché, qui va tout péter, c'est Google. Ok, juste peut-être avant d'arriver à Google en 2016, en quelques mots, 2010, 2016, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien? Vous grossissez? Oui, ça va, ouais. Ok. Ouais. Donc, vous prenez de plus en plus de clients sur vos produits, solutions historiques. Oui, on continue à prendre de la licence. On a tous les contrats de maintenance qui arrivent derrière. À peu près, c'est une phase à peu près stable en termes de... Et vous continuez à lever des fonds ou non? Voilà, vous êtes rentable, vous avez plus besoin de... Là, on a levé encore des fonds. On a dû faire... alors, j'ai plus ça en tête, 2008. Jusqu'à 2010, on a dû continuer à faire des levées de fonds complémentaires. Et après, on a arrêté, on était break-even. C'était pas la folie, mais Trop bien. On gagnait de l'argent, ça allait à peu près, quoi. Ok.
Et juste sur ces années-là, le business model sur le logiciel, donc tu vends des licences. Alors, on avait en 2 phases. On avait une phase service Ouais. pour tout ce qui était développement du logiciel, parce que le logiciel, c'est pas comme un PC. Un PC, tu vends Windows, tu as des licences. Bon, le gars, il clique sur son bouton, ça l'installe et c'est terminé. Nous, le problème, c'est une bonne question aussi, c'est que l'écosystème, ça va faire bien le joint pour après, c'est que l'écosystème de l'opérateur, il est tout spécifique. Mmh. La façon dont il reçoit le flux, ses systèmes de sécurité, le management, tous les systèmes qui managent les abonnements. Je vais pas te faire les acronymes en anglais parce que ça va rien être compliqué. n'est standard, quoi. Voilà, rien n'est standard. Ouais. Donc il y a une phase d'intégration dans l'écosystème technique de l'opérateur qui est longue et douloureuse. Ok, le setup. Et c'est ce qui diffère aussi du mobile. Okay. Tu vois, le mobile, aujourd'hui, tu as iOS, Android. Et ça a marché partout dans le monde parce que c'est tout standardisé. En fait, la télé, c'est l'inverse. Rien n'est standard. Alors, il y a des standards à l'intérieur, mais rien n'est standardisé. Donc, chacun, depuis 30 ans, tire une legacy incroyable avec des systèmes qui ont évolué, qui sont tous différents, etc. Donc, l'intégration de tout ça prend du temps et demande une connaissance métier approfondie. C'est ce qu'on a, nous, aujourd'hui, dans nos équipes. C'est vrai que c'est là où Google excelle, même aujourd'hui avec l'IA, ils sont en train aujourd'hui de créer le standard pour utiliser les applications et de commander des choses via les chatbots. Ouais. Et on dépassait OpenAI, et du coup. Ouais, enfin là, dans la télé, je suis pas sûr qu'ils excellent encore longtemps. Ouais, non, pardon, ok. Donc, vers 2000, alors, Google a toujours fait des essais dans la télé. Ils se disent, il y a du volume, il y a 1 milliard de set-top box potentiels connectés sur le marché, etc. Donc, voilà, c'est un métier dans lequel il faut qu'on y aille. Et puis après, deux départs un peu ratés. Donc là, on est en 2016, c'est ça? Ouais, dans les années 2016-2017, ils font leur dernier start, qui est quand même successful. Ouais. Leur promesse, c'est de dire, vous connaissez le store d'applications Google, vous avez la même chose sur votre télé, c'est plug and play, vous inquiétez pas. Et surtout, c'est gratuit. C'est le problème de Google pour les concurrents, c'est-à-dire qu'ils expliquent que le software c'est gratuit. Donc c'est un petit problème pour nous quand même parce que nous le software c'était pas gratuit. Donc ils font du dumping. Ouais. Okay. Et là le dernier départ qu'ils font, autour des années 2016, est un départ. Ils mettent vraiment les moyens. Okay. Donc là ils remplissent des stades, des salles entrées après les exhibitions. Ils expliquent que tout va bien se passer. Et parce que dans les opérateurs, il y a 2 types d'opérateurs. Il y a l'opérateur pure télé à la Canal et l'opérateur FAI, ce qu'on appelle en français, donc le fournisseur d'accès Internet, qui lui fait aussi de la télé. Mais en fait, c'est des opérateurs, mais c'est pas le même métier. Donc les FAI, ce qui est plus logique, ils vont directement vers Android. Ils ont l'habitude avec les mobiles, ils savent que ça va marcher, etc. Un deuxième acteur très important qui fait son apparition à peu près au même moment, c'est Comcast aux États-Unis, qui crée sa solution, qui distribue sa solution en open source. Pareil, il dit ma solution, je vous l'offre. Donc Google, juste là, je perds un peu la connaissance technique. Google à ce moment-là, donc on est en 2016, les gens ont déjà des box internet chez eux. Comment Google fait pour Android TV, il propose Android TV. Ok. Et via internet. Non, il faut l'intégrer sur les box aussi, donc pareil. Mais il donne le logiciel, il donne l'OS, l'operating system, ils sont au même niveau que nous. Mais du coup, c'est le constructeur télé qui intègre Android TV ou l'opérateur. Là, parce que ça va nous donner du travail aussi, donc là je vais y revenir rapidement. Donc le deuxième gros acteur qui arrive, c'est Comcast aux États-Unis, qui est énorme, qui arrive et qui dit ma solution, je vais la distribuer en open source aussi. Voilà. Donc on se retrouve avec 2 acteurs majeurs qui disent le software c'est gratuit et puis vous allez voir tout va marcher super bien et ça va le faire. Voilà. Donc nous ça nous casse les pattes arrière. Sachant que toi l'open source c'était ta force. Ouais, mais moi il était payant quand même. C'était open source au sens de l'utilisation de la propriété, mais il n'était pas open source gratuit parce qu'on associe toujours open source avec gratuité. En fait, c'est pas forcément le cas. Tu peux être open source et payer des licences quand même. Donc ça, c'est effectivement, ça nous casse notre business model, compliqué, mais comme souvent dans les situations, ça crée aussi des opportunités parce que par contre, Comcast et Google donnent leurs solutions gratuitement, mais par contre,
il leur faut des sociétés qui sont capables de l'intégrer, encore une fois, dans l'écosystème. Un peu progressivement, on mute vers une société de service, en fait. Okay. On est spécialisé, on a toujours aujourd'hui les équipes, je pense, une des meilleures équipes au monde, capables d'intégrer des OS, des OS de box dans l'écosystème des opérateurs, faire la maintenance, etc., etc. Donc on mute un peu en société de service. Et là tu me disais, est-ce que tu prends du plaisir? Là, moi perso, après je prends un peu moins de plaisir, quoi. Parce que là, tu vends de l'homme jour. Tu dis déjà genre en intro que t'es pas fan de conseils. Donc là, t'es reparti un peu en mode conseil. C'était un peu moins. On n'a pas eu le choix. Donc en parallèle, on essaie toujours d'innover. Ouais. Et oui, ce que je disais par rapport à Canal, mon petit regret que j'ai, c'est que effectivement, on aurait pu faire ce qu'a fait Comcast avec Canal+. Et Canal+ aurait pu mettre sa marque sur notre logiciel. On aurait pu le revendre dans le monde entier avec un opérateur de renom qui aurait mis le tampon et qui aurait dit ok, c'est ma solution, elle s'appelle Canal+, comme Canal+, je sais pas, RDK ou je sais quoi. Et ils l'ont pas fait parce que c'était pas leur état d'esprit. J'ai un peu poussé dans ce sens-là. Et bon, ça l'a pas fait. Et donc nous après, en taille critique, on était trop petits. C'est-à-dire, pareil, t'as Comcast qui remplit des salles de spectacle entiers après les salons pour expliquer waouh, on est les meilleurs, à l'américaine, quoi, etc. Google qui fait pareil. Et toi, t'arrives, tu dis je suis WiPlay, mais je suis bien aussi quand même. Moi, j'ai un beau track record, j'ai des belles références sur le marché. Et puis finalement, ça marche bien, etc., etc. Voilà, donc c'était compliqué. Donc là, on a muté vers le métier du service, en fait, pur et dur. Ok. Et à cette période-là, t'as quoi dans la tête? Tu doutes? Est-ce que tu penses à je sais pas, une revente? Qu'est-ce que t'as dans la tête en termes de stratégie à ce moment-là? Je pense pas spécialement à une revente. La revente, c'est surtout les investisseurs qui l'ont en tête, moins moi. Mais bon. Ouais, je doute et puis je prends moins de plaisir aussi. Voilà, c'est un métier plus rude. Il y a pas trop d'innovation. On est un peu globalement, on peut se faire que engueuler, quoi. Tu vois, si je dois, le truc qui me vient à la tête là, je me dis oui, on peut se faire. Si ça va pas, les mecs qui nous prennent pour des sbires là, c'est alors évidemment, c'est une tendance générale. Il y a des trucs qui étaient sympas aussi, etc. Mais globalement, je me marre moins, quoi. Et justement, c'est des phases dures pour les dirigeants où tout le poids repose sur eux, quoi. Il faut tenir la barque auprès des salariés, garder la posture, garder la posture auprès des investisseurs. Il y a peut-être un peu moins d'aliments d'intérêt avec eux. Comment, dans ces phases qui sont plus difficiles, t'as réussi, à tenir la barque tous les jours, et si peut-être des entrepreneurs plus jeunes aujourd'hui vont passer par ces phases-là, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour tenir bon dans ces moments? Faut tenir bon. T'as pas le choix en fait. Non, t'as une partie où t'as pas le choix, t'as une partie où il faut. Bon, là, je débriefe a posteriori, tu vois. Donc après, quand t'es dans le jus, tu le fais parce que t'es là, parce que t'as besoin d'avancer, etc. Après, nous aussi, on a toujours essayé d'innover. Et l'innovation, quelque part, ça a été un petit peu le bol d'air dans ta journée, enfin dans ton année. Et ça, c'est important, c'est-à-dire. Tu peux pas que creuser le sillon toute la journée. Il faut pour moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, ce qui est important, c'est vraiment essayer d'avoir de la vision. J'en ai pas toujours, parce que je peux pas l'inventer tout le temps. Mais par contre, je me mets toujours dans les conditions pour l'avoir ou si je l'ai pas, pour la recréer. Et ça c'est un truc qui est super important parce que ça c'est ton bol d'air. Moi, si je voyais juste les coups de fil des clients qui disent attends, et puis là c'est trop cher, et puis là c'est machin, et puis là vous avez pas livré en temps et en heure, mais bon, on n'a pas livré parce que vous avez pas livré ou parce que l'autre a pas livré, etc., etc. Moi, me battre sur, c'est un peu là t'es dans le bâtiment, quoi. Tu vois, j'ai pas fait l'électricité parce que l'autre a pas livré la plomberie. Ok, on s'en fout, quoi. Moi, ça me fait pas. Je veux pas être trivial, ça me fait. Faut que tu te détaches un peu de l'opérationnel. Ça me fait pas. Ouais, mais tu peux pas non plus. On n'est pas une taille de société où tu peux complètement te détacher et planer, quoi. Donc le bol d'air, c'est effectivement avec les équipes de brainstormer, d'essayer toujours de trouver des choses nouvelles parce qu'on connaît le marché, parce qu'on l'écoute, parce qu'on on voit les clients, on fait les salons, on a des idées, etc., etc., quoi. Ok. On en reparlera pour la fin. Super intéressant. Et là, du coup, tu vois
La lumière au bout du tunnel, elle arrive quand après, enfin, au bout de cette phase Elle arrive maintenant, là. Elle arrive maintenant. Il y a quoi? Il y a 2 ans. Le Covid, ça a eu un impact pour vous ou... Pas tant que ça, en fait. Ok. Pas tant que ça, parce que d'une part, je sais pas pourquoi, mais on avait bien anticipé. Ok. C'est-à-dire comment tu fais anticiper le... On s'était outillé pour. On avait compris qu'on allait travailler à distance, donc on s'était outillé pour travailler à distance. Alors, je dirais à la fois au niveau opérationnel, mais presque aussi de façon intellectuelle. Et c'était pas une mauvaise période en fait. D'ailleurs, on a des choses qu'on a fait pendant le Covid, on l'a gardé après. Okay. Par exemple, de faire un petit codir tous les matins à 9h. Parce qu'il fallait un point de synchro, comme on se voyait pas physiquement, on savait qu'on n'allait pas se croiser forcément dans la journée. Et en fait, on a un codir où pendant, enfin c'est un peu très proche de la méthode agile, où pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum, 30 minutes ça peut durer 5. On échange, tous les services de l'entreprise sont là et on dit ce qui s'est passé la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça, en un quart d'heure, 20 minutes, t'as synchronisé tous les services de l'entreprise. Pas mal. Tout le monde sait ce que fait les autres. Ça met du rythme. Ça met un rythme incroyable et on l'a fait pour le Covid parce qu'on était à distance et on l'a gardé après tellement que c'était super top. Et je le conseille souvent dans les trucs de management aussi. Après, faut pas que ça dure. Hein. C'est-à-dire que si on voit qu'un sujet commence à déborder, on dit stop. On fait une réunion dédiée parce que le point on le réglera pas pendant le codir quoi. Mais tu règles 80%. Donc là où parfois dans certaines boîtes, un des problèmes ça peut être un peu que les départements travaillent en silo, etc. Chez vous, il y avait un alignement, et c'était fluide entre toutes les équipes. Ça c'est ce que je veux éviter total parce que je vois ce qui se passe aussi chez mes clients et tout ça. C'est éviter. Nous on a une structure super à plat quoi. Matricielle et super à plat. Tu pourrais la décrire un peu, c'est intéressant. Enfin, il y a pas. C'est plat, quoi, du coup. C'est tout plat, quoi. Je veux dire, voilà, nous, on a un codir et puis après, direct, on rentre dans les équipes projet, quoi. Ok. Voilà. Donc, et moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est un peu un Rubik's Cube, c'est-à-dire que moi, je suis le dirigeant. Donc, à un moment donné, je peux avoir une posture de numéro 1, de décider, de voir intelligent. Mais un quart d'heure après, je peux être au service de quelqu'un dans l'entreprise. C'est intéressant. Tu vois la matrice qui pivote. En fait, t'es chaque fois, enfin chacun. Moi, les gens viennent me voir, ils me disent là, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin d'avoir contact avec un tel machin, etc. Ok, je le fais. En fait, chacun est responsable de quelque chose, enfin d'un projet. Non, mais enfin, c'est un projet et les autres sont. Oui, après on est structuré en projet. Il y a un chef, un chef de projet. Il y a, dans notre jargon, il y a un project owner, il y a un project leader. Voilà, il y a une structure. Par contre, on a intégré la méthode agile, qui est intéressante parce que là aussi c'est une structure à plat. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui décide de dire à quelqu'un au N-1, au N-2, au N-3 ce qu'il va faire. C'est l'équipe qui décide ensemble ce qu'elle va faire et comment elle va le faire. Super intéressant. Parce que c'est beaucoup plus porteur de valeur. Parce qu'en fait, dans une organisation très verticale, en fait, dès que t'es N- quelque chose, finalement, souvent, tu récupères pas la substantifique moelle de la personne. Nous, on est dans un monde en plus d'ingénieurs. Les mecs, c'est des bons, en général. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire, ils ont un sens critique. Et donc, il faut mettre une organisation qui permette de faire ressortir tout ça. Un système vertical d'empilement de responsabilités ne le fait jamais ressortir. L'info circule mal. L'info et le savoir-faire même ne circule pas. T'as besoin, nous, on fait du jus de cerveau, en fait. Donc, si ton jus de cerveau, il est en bas à la cave, en fait, tu fais que créer des frustrations. Et en plus, toi, l'entreprise ne récupère jamais rien de ce jus de cerveau qui est à la cave. T'as raison. Donc, avant de monter ma première boîte, ça me rappelle un livre que j'avais lu qui est super intéressant, peut-être que tu connais, qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, et qui justement parle de plein d'organisations aujourd'hui, comme je crois la boîte Napagiri dans le textile, une boîte de conserve de tomates aux États-Unis, une boîte d'aides-soignants aux Pays-Bas, et qui fonctionne avec zéro management au sens classique, zéro réunion, où il y a même des salariés qui entrent et qui décident de leur salaire, mais qui sont formés par les financiers à savoir comment fonctionnent les finances d'une entreprise. Tout est assez horizontal. Il explique aussi un peu l'histoire des organisations qui vont de l'armée
des entreprises assez verticales et aujourd'hui ce qu'ils appellent les organisations bleues qui sont plus horizontales et bon, en tout cas s'il y a des auditeurs que ça intéresse, c'est pour compléter ta vision de l'entreprise. Vous avez plein de cas hyper intéressants dans ce livre. Moi je suis un peu au milieu quand même, hein. Je suis pas non plus dans complètement l'entreprise libérée, mais on peut en libérer une bonne partie, quoi. Ouais, ok. Il y a Alan qui communique beaucoup l'entreprise d'assurance santé. C'était notre fournisseur pendant un moment. Ah ouais, ok. Qui affiche sa grille de salaire, qui fait tout par écrit pour que justement toute l'information circule librement entre tous les salariés. Bon, il y a suffisamment de podcasts sur Alan. Ok, super intéressant. Donc, vous traversez le Covid plutôt bien, et ensuite tu vois une innovation, une idée un peu germer. En fait, pendant le Covid, les gens ils ont regardé énormément la télé. Ouais, c'est clair. On en reparlera peut-être dans la dernière partie qui est l'évolution des usages et de notre marché du coup. Nos clients ont toujours eu la pression d'avoir la maintenance, les évolutions, etc. Même pendant le Covid. Donc comment s'était organisé pour travailler, finalement on n'a pas été impacté par la demande puisque nos clients par définition ont eu des pics d'abonnement, d'audience, etc. Importants, quoi. Ok, trop bien. Donc beaucoup de boulot pour vous. Ok. Et du coup, moi je m'étais noté que en 2003, vous faites l'acquisition d'une société. Non? I feel Smart. En 2023. Ouais, 2023, ouais. Donc là, j'ai peut-être fait un fast forward entre le Covid et 2023. Et qu'est-ce qui se passe En fait, on en revient un peu aux usages de la télé aujourd'hui. Enfin, au fur et à mesure, on s'aperçoit que globalement, les box de télévision sont en diminution globale sur le marché. Donc, l'usage de la télé passe d'un usage broadcast, c'est-à-dire je distribue le flux par satellite ou par l'antenne TNT, par exemple, pour la France, etc., vers un usage OTT, donc over the top, qui est je reçois la télé par Internet. Ok. Donc aujourd'hui, on voit que les connexions évoluent très très vite, les débits évoluent très très vite, les usages évoluent vite, c'est-à-dire qu'on va regarder aussi, la jeune génération arrive avec, je regarde sur mon smartphone, y compris des YouTube, des machins, ou les étudiants sur leur ordinateur, dans leur lit, etc. Sauf que pour ça, il faut que le flux arrive par Internet. Et c'est vrai que l'évolution des réseaux fait que, au fil du temps, c'est de plus en plus facile. La qualité est là, et donc on voit que l'opérateur de télé, il a de moins en moins envie d'investir dans du hardware qui coûte extrêmement cher. C'est le coût d'achat, mais le coût aussi de maintenance pendant des années, et sans en retirer finalement une énorme plus-value. Donc ça, on le voit venir. On est dans le métier depuis longtemps, donc on sait que ça va pas se faire avec une pente à 80 degrés, mais ça va se faire. Donc on cherche aussi sur le marché en disant qu'est-ce qu'on fait donc. I Feel Smart, c'est une boîte française, comme son nom ne l'indique pas, qui fait la partie au-dessus du middleware, qui fait la partie applicative, avec une spécificité que nous on trouve super sympa, c'est de donner la capacité d'agréger du contenu, d'agréger des offres. Alors si on prend, parce que on a des Français qui vont nous écouter, si on prend le cas de Canal, mais c'est le cas pour tout le monde. Ce qui a très très bien réussi à faire Canal ces dernières années, c'est justement cette partie-là. Alors ils le font en interne. Avec MyCanal. MyCanal, par exemple, est une super plateforme d'agrégation, à la fois du contenu, mais en même temps des offres. Parce qu'à la base, ils voulaient le décodeur, il servait à quoi? Il servait à effectivement pouvoir amener le contenu vers l'opérateur, mais il servait aussi à garder l'abonné connecté à cette box. Parce que cette box était propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans une application? Et ça, c'est ce qu'a fait Canal, très très bien. Donc pour ceux qui ils agrègent du contenu avec de l'Apple TV dans l'interface MyCanal, par exemple. Vous avez du contenu Canal, vous avez du contenu d'autres plateformes. Quand tu vas cliquer sur telle série dans Canal, tu sais pas. Tu vas le savoir. Reste à l'œil, tu le sais. Maintenant, il y a des petits logos. Des petits logos parce qu'ils sont obligés, mais en fait, tu vas vers Apple TV+, par exemple. Tu vas regarder ta série. Mais l'intérêt pour Canal, c'est que quand tu fais back, quand tu reviens,
tu reviens pas sur ton device, tu reviens dans l'univers de Canal. Ouais, Canal, ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Ça, c'est le premier point. Et Ouais. le deuxième point, c'est qu'ils ont aussi agrégé des offres. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le marché est ultra segmenté. Et que, voilà, aujourd'hui, si tu fais Canal plus Disney plus je sais pas quoi. Plus Netflix, Voilà. dans le sport plus Bein. Voilà. Et plus... tu gagnes quelques euros par mois Ouais, parce que ouais. tu as l'agrégation, tu qu'un seul mot de passe, tu qu'un seul... Et ça, je me demande comment ils ont réussi à convaincre côté film et séries, comment ils ont convaincu HBO, OCS de livrer leur contenu sur leur application et comment ils ont... Ah, c'est des deals, la bataille, elle fait rage, là. Okay. La bataille, elle fait rage. Donc, les gars, je pense qu'ils font moins de marge, Ouais. mais ils récupèrent toute l'audience de Canal. Okay. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est en sens inverse, un HBO, il se dit, OK, je vais faire X abonnements tout seul, mais je vais faire X plus Y abonnements avec Canal. Donc, je vais gagner un petit peu moins, mais j'ai quand même plus d'abonnés. Okay. Si tu prends... Et pareil pour Canal, du coup, stratégie de volume. Ouais. Si tu prends Ligue 1+, par exemple, enfin le football en France, qui est un naufrage depuis des années, Ouais. le problème majeur, personne n'en parle parce que je sais pas si les gens l'analysent, mais aujourd'hui, ça fonctionne pas parce que tu n'atteins jamais, enfin, tous les opérateurs qui s'y sont mis les 3-4 dernières années en partant du naufrage Mediapro, là, jusqu'aux autres, il y a eu Amazon, il y a eu DAZN, il y a eu machin. Ils y arrivent pas parce que ils n'atteignent pas la masse critique. Personne ne se fait agréger par un super agrégateur. Sauf que comment tu peux te passer des 2,5 millions d'abonnés satellites de Canal+ en France? Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu dis, OK, moi, je vais prendre que les OTT, enfin, que les gens, OK. Mais t'as 2,5 millions de personnes qui regardent encore en satellite. T'as des gens qui sont encore en TNT. Ouais. Et ça, aujourd'hui, tu peux pas t'en passer. C'est mécanique, c'est même pas technique, c'est mécanique, quoi. Je suis d'accord. Et après, si je me mets à la place de la Ligue 1, je me dis, eux, ils doivent dire que, du coup, Canal est en situation de monopole et que, du coup, Canal décide du prix. Ouais, enfin, après, c'est un autre sujet. C'est ça fait politique. C'est mon idée là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, comme d'habitude, sur ce marché de fou, on part à l'envers. On veut vendre la Ligue 1 1 milliard, alors que ça les vaut pas. Oui. Je pense que la vraie question, c'était de se dire, avec, par exemple, pas que, mais je pense que c'était Canal le meilleur partenaire. Comment fait-on pour que la Ligue 1 vale 1 milliard dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans? C'est ça la vraie bonne question. Oui, c'est vrai. C'est pas de décréter que ça vaut 1 milliard et d'expliquer au marché que ça, et avec le naufrage qu'il y a derrière. Tout le monde perd de l'argent et ceux qui perdent de l'argent, c'est les clubs. En fait, derrière, c'est une parenthèse, pardon. Non, t'as raison. Moi, les Marseillais, j'adore ces sujets. Surtout on enregistre on est le 28 avril, je crois, aujourd'hui, donc il y a un match de Champions League ce soir. C'est pas Marseille. C'est pas Marseille, malheureusement. Mais OK. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que avec toutes ces transformations, ton client historique, Canal, a quand même bien navigué dans toutes ces. Pour moi, je dis pas ça pour lui passer la main dans le dos gentiment, mais c'est vrai que quand je discute avec des acteurs dans le monde, quand je fais les salons et tout ça, souvent je cite en exemple parce que j'ai vu de l'intérieur, enfin presque de l'intérieur, l'évolution. Il y a 10 ans, ils disaient non, mais nous, Netflix, on est plus fort, on a du contenu, etc. Puis au fur et à mesure, ils ont compris qu'il fallait surfer avec la vague, il fallait pas aller contre la vague. Et leur évolution est super. Et je pense que c'est ce que doit faire un opérateur globalement. Et c'est la tendance qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Donc pour en revenir à Alphie Smart, en fait, du coup, il faisait cette partie-là. Je recontextualise. Donc c'est en 2003. 2023, vous décidez donc d'acheter une société, une start-up, une société. Non, c'est une société. Dans quel but, face à quel constat? Pour compléter, pour remonter de la chaîne de valeur, la baisse du business qu'on voit arriver, et pour dire voilà, c'est de la croissance externe. Donc ils ont quelques belles références clients au milieu, et puis bon, catastrophe. C'est-à-dire la techno est pas au niveau de ce qui était attendu. On a essayé de récupérer. Ça dans la due deal, c'était compliqué à voir. La due deal, en gros, c'est l'analyse de la boîte. Alors la due deal était compliquée. On n'a pas été très bon. Il faut être aussi honnête. On avait envie, donc c'est jamais bon d'avoir envie en fait. Il faut. C'est jamais très bon. Ça crée des biais du coup. Ça crée des biais cognitifs. On a envie que ça marche, puis du coup ça va marcher, puis ça marche pas. Et voilà, donc. Ça c'est une bonne leçon. Aussi. C'est une bonne leçon. Enfin, ça coûte un peu cher la leçon, mais c'est pas payé par les organismes de formation en France, mais c'est une bonne formation. Du coup, ça fonctionne pas pendant un an.
J'ai fait une licence à un très gros groupe américain, Amdocs, là, qui a continué à faire travailler le système parce que c'est eux qui avaient amené certains clients, donc ils voulaient pas les lâcher. Et puis 1 an après ce passage de témoin à Amdocs, on a fini par liquider la société, quoi. Okay. Et donc on fait un exercice 2023 qui est déficitaire. On se met aussi, c'était quelque chose pour sortir. Okay. Pour sortir en positif, et on sort en négatif. Mais bon, encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, le problème, c'est qu'il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. C'est sûr. D'une part, même si je m'en veux quand même beaucoup, et aussi à un moment donné, il faut prendre des risques mesurés, mais il faut les prendre parce que dans la techno particulièrement, je pense pour tout c'est vrai, mais dans la techno, ça va très très vite. Quand on n'avance pas, on recule, et ça peut être vite compliqué, quoi. Super. Merci de nous le partager. Justement, par rapport, tu parles de mesurer les risques, limiter les risques. Par rapport au prix d'achat, vous avez quand même réussi à liquider un peu d'assets pour limiter la casse, non? De toute façon, le prix d'achat, c'était quasiment 0. On a surtout perdu dans les moyens qu'on a mis après le rachat, en fait. C'était une société qui était déjà en difficulté, donc on a récupéré la techno et le portefeuille client. Et comme la techno n'a pas été du tout au niveau escompté, on a mis des moyens pour essayer de rattraper un peu le truc. Et donc c'est ces moyens qu'on a perdus, en fait. Et là, après cette expérience, ça t'a refroidi. Ça refroidit le COMEX pour continuer les acquisitions, ou vous voulez rester? Non, mais après, après, tu passes une mauvaise phase. T'as perdu 2 millions d'euros, sur une structure comme la nôtre. Il faut un peu de temps pour remonter, quoi. Donc, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Bon, en parallèle, donc, on a développé notre nouveau produit qui s'appelle Frog to Frog. Donc voilà, ça, c'est un gros bloc dont je voulais parler. Donc, votre grosse innovation, sur les 3 dernières années. Donc, comment t'y arrives? Alors ça, c'est la sérendipité de l'innovation. C'est-à-dire qu'on part sur quelque chose qui marche pas. Super idée, très complexe, machin, comme seuls les ingénieurs savent faire. Et c'est super. Et moi-même d'ailleurs. Et en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça fonctionne pas. Donc c'est un projet qui s'appelait Community. Pour créer un réseau avec une architecture blockchain pour les opérateurs de télévision. C'était la mode. Ou potentiellement un opérateur peut créer son propre coin, son NFT, avec des NFT. Et puis pour faire de l'awarding, c'est beaucoup d'anglicisme dans notre vocabulaire, tout ça, mais faire des cadeaux pour dire tiens, tu t'as fait ça, donc je te donnerai ça, etc. Pour avoir des séries en NFT et tout. Ce qu'ils appellent les anglophones gamify. C'est ça, exactement. C'est à la fois une politique de word, comme les programmes de fidélité, avec les points, les miles, mais en même temps, effectivement, tout ce qui est gamification, si tu fais ça, t'auras ça, et puis et puis tu peux prescrire mon contenu à quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc l'idée était plutôt sympa. Après, c'est vrai que l'opérateur en avait besoin, mais finalement, ça touchait pas le mass market. Même si on avait caché la complexité du wallet, etc., de la partie NFT, blockchain, etc. Et bon, de là, on s'est tous mis autour de la table et on s'est dit, OK, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on décortique un peu le bébé et on se dit, mais finalement, le système de vidéo pour partager les trucs entre les gens, pourquoi on l'extruderait pas de Community pour en faire un produit à part entière? Et c'est de là où on a dit, c'est super, parce que analyse de marché, comme j'expliquais auparavant, le broadcast diminue, l'OTT augmente de façon exponentielle. Donc la consommation augmente énormément, les coûts donc de serveurs, on va dire, toi tu sais que c'est CDN, mais de Content Delivery Network. Donc OTT, donc tous les services de streaming, la télé par internet, par Apple TV, tout ça, ça explose, ça diminue par décodeur. Vu que c'est par internet, ça doit passer par des serveurs. Des serveurs qui envoient un flux physique. Aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir le match PSG Bayern ce soir. Canal, je pense que juste sur leur box connectée, on parle pas des mobiles et tout ça, ils vont avoir du type 3 millions de connexions simultanées. Quand Netflix avait fait le combat Fury contre l'autre tatoué là, Tyson, c'était il y a 1 an et demi, ils avaient 42 millions de connexions simultanées sur un combat mondial. Et justement, là c'est super intéressant sur ces exemples-là.
Disons, allez, quelqu'un qui a 15-16 ans, comment tu lui expliquerais qu'est-ce qui se passe techniquement et qu'il y a un problème qui va amener la solution Bah, globalement, c'est un système en étoile, en fait. C'est-à-dire que tu as 3 millions de connexions simultanées. Du serveur, tu vas envoyer 3 millions de flux. Ouais. Une fois. Okay. C'est de l'unicast, en fait. Depuis un serveur. Depuis un serveur. Okay. D'autres serveurs, mais voilà. Donc, si on a Marseille, ce sera un serveur dans la région. Si c'est en Suède, c'est un serveur en Suède. Ouais, encore. Ou plutôt l'Europe, plutôt par continent, ouais. Okay. Et donc on s'aperçoit que c'est pas très pertinent, quoi, en termes d'organisation. Et ça peut créer ça fonctionne et ça demande beaucoup de capacité réseau à faire. Donc c'est cher. Et c'est cher. Ouais. Voilà, c'est cher et on a du mal à gérer les pics d'audience. Donc ça peut bugger. Pour un prime time, par exemple, je prends l'exemple de Netflix, c'était important parce que du coup, on les a vus juste après. 42 millions de connexions simultanées, le serveur a pété. Ouais. Et ils sont Netflix. Ils ont des capacités, des poches énormes, des réseaux. Enfin, ils savent, c'est un métier, ils savent faire. Il y a pas de, on peut pas dire que c'est des amateurs sur le truc, quoi. Donc ils savent faire. Donc ça a pété. Et dans les articles de presse qui ont paru juste après, il y avait justement en disant, il faut que Netflix regarde des solutions alternatives, dont le peer-to-peer. Donc le peer-to-peer, c'est de partager donc le flux entre les gens qui regardent et non personne à personne, quoi. De personne à personne. Ouais. Voilà. Okay. Donc nous on a développé cette solution. Et grâce du coup à la blockchain. Alors ce qu'on a gardé de l'esprit blockchain, c'est pour ça que ça fonctionne très bien, c'est l'esprit de décentralisation. Okay. Nous on a toujours été sur Web 3, bon c'est un peu dépassé maintenant déjà, mais c'est-à-dire que on ne croit pas. Bon, c'est pas une religion, hein, mais on ne croit pas à la centralisation. Enfin, on croit à la limite de la centralisation. Et alors, particulièrement dans ce type de produit, la décentralisation, c'est important parce que le système, à un moment donné, avec de l'intelligence distribuée, intelligence artificielle distribuée, elle travaille une fois qu'on a lancé le système, il s'autogère complètement. Et c'est pour ça qu'on a des taux de partage qui sont extrêmement importants. Okay. Parce que c'est pas une autorité centrale, un serveur qui dit bah toi t'es bon, toi t'es pas bon, toi t'es bon, toi t'es pas bon. On peut être très bons tous les deux pendant 10 minutes. Dans 10 minutes, il y a quelqu'un chez toi qui vient télécharger un film, t'es plus bon pour moi. Je vais te déconnecter, je vais chercher quelqu'un d'autre. Okay. Et c'est cette autogestion et cette résilience, en fait, auto-résilience du système qui fait la performance, en fait, du système. Par exemple, moi, si je suis un peer et toi, t'es un peer. Ouais. Donc, on est peer-to-peer. Nous sommes des peers. Moi, si c'est pas centralisé sur un serveur ou un système opératoire centralisé, moi, ma bande passante de mon peer, c'est quoi? Toi, nous, on va mesurer, en fait, on va déjà voir si ta connexion avec nous, elle est bonne. Ouais. Ça, c'est déjà, donc on va te sélectionner. Mon Internet. Donc ça, c'est le premier niveau d'algorithmique. Okay. Qui te dit, voilà, déjà, on va te sélectionner. Et après, on va mesurer ta bande passante d'upload. Okay. En fait, ta capacité à envoyer un petit fichier, à m'envoyer à moi un petit fichier, et aux autres d'ailleurs, un petit fichier. À partir du moment où cette bande passante, elle est plus bonne, ou elle est prise par autre chose, où on se dit que ça peut te gêner quelque part. Alors l'upload, c'est une bande passante qui est très peu utilisée par l'utilisateur final. Ouais. Hein. Okay. Voilà. En fait, nous on paye un forfait, on download 90% des datas et on upload très très peu. En fait, c'est de l'optimisation d'usage, quoi, comme peut-être que je vais faire une comparaison hasardeuse, mais si par exemple prenons les logements de vacances, je suis un opérateur de vacances et j'ai deux logements, il y a deux Airbnb, un qui est pas utilisé, où le propriétaire est en vacances, enfin n'est pas là, je peux le louer. Là, le propriétaire est là, donc je peux pas le louer. Donc c'est un peu sur. C'est de la gestion opportuniste. Ok, ouais. C'est la gestion opportuniste. Mais cette bande passante d'upload, elle existe, elle est très peu utilisée dans le forfait internet des gens, quel que soit le pays, elle est très peu utilisée. Okay. Donc on utilise celle-là pour échanger des petits bouts de fichiers, parce que quand tu regardes une vidéo, en fait, c'est un assemblage de tout petits fichiers qui viennent les uns derrière les autres. Et le système est aussi résilient parce que finalement, on fait quelque chose qui est pas très compliqué. On va chercher le prochain segment vidéo qui est demandé par le device, par le player, d'abord dans le réseau. Mais si en moins de 30-40 millisecondes, il l'a pas trouvé, il revient sur le serveur. Ok. C'est aussi pour ça qu'il est résilient, parce que la sécurité, c'est toujours de toute façon, on revient vers le serveur s'il y a un problème. Il y a toujours un plan B, quoi. Il y a toujours le plan B existe toujours. C'est pour ça que avec
avec le client qu'on a en France aujourd'hui, on a des taux de réussite qui sont très très élevés. Ok, super intéressant. Bah, merci de nous avoir bien vulgarisé la solution. Et donc là, ça fait tic du coup avec cette solution. Ça fait tic. On a des clients qui le testent, on a des clients qui le prennent en production. On a une roadmap pour faire aussi la même chose en vidéo à la demande. Donc là, le système de distribution va être le même, mais il y a un système décentralisé de stockage. Donc là, ça peut être aussi hyper intéressant parce que on va pouvoir décentraliser aussi le portefeuille, c'est-à-dire qu'au lieu de stocker des terabits de vidéos à un seul endroit ou à des moments à des endroits un peu déployés dans le réseau, on va pouvoir utiliser la mémoire des devices qui sont déployés, donc juste une toute petite partie, mais on va pouvoir l'utiliser. Ce qui est intéressant au niveau, alors c'était moins le cas, mais au niveau consommation énergétique aussi, parce que finalement on n'arrête pas de rajouter de la mémoire. Et voilà, donc là, alors sur la partie stream live, nous on était moins convaincus. Il y a un peu d'économie, mais c'est pas énorme. Par contre, sur la partie VOD, ça peut être vraiment important. Parce que la partie green, comme on dit aujourd'hui, peut être importante. Génial. Donc ça, c'est une deuxième partie. Donc aujourd'hui, juste, pour revenir sur la commercialisation de cette solution, ça vous a mis combien de temps à mettre en prod, donc à développer votre premier client? Notre premier client, on a mis 1 an à le mettre en prod. 1 an, ok. Donc de toute façon, on est toujours sur des sites qui sont longs. D'abord enfin après c'est tout à fait normal. Hein. Tu fais pas un upgrade sur ta télé, sur tes devices comme ça en claquant des doigts. D'abord, il a fallu convaincre de tester. Après, on a testé. Après, tous les éléments, il y a des éléments hyper importants que sont la sécurité. Enfin, on est bien au courant en France qu'il y a beaucoup de piratage, mais c'est un phénomène mondial. C'est pas que français, hein. C'est mondial. Et là, j'étais en Amérique du Sud en début d'année. C'est terrible, quoi. Je veux dire, les mecs, ils perdent de l'abonnement parce que il y a du piratage de partout. On peut regarder le sport. Moi, j'ai de la famille marocaine. Personne paye. Tout le monde a IPTV gratuitement. Là, c'est un peu le sport national, quoi. Et donc c'est la partie sécu était aussi super importante. La partie après stabilité, voilà. Et puis après, il faut l'intégrer dans une roadmap de mise à jour. Donc 1 an. Finalement, c'est pas si énorme que ça. On fait plein de tests avec des opérateurs un peu dans le monde entier, Amérique du Sud, Asie, Pacifique, Europe évidemment. Et vos premières sensations avec les clients, elles sont bonnes? Elles sont bonnes. Alors les tests sont tous bons. Après, il y a d'autres freins. D'abord le peer-to-peer, on a besoin d'évangéliser aussi un peu parce que le peer-to-peer, les gens ont en tête il y a 10 ou 15 ans, c'était Emule, BitTorrent, donc c'était lié au piratage. Donc là, c'est pas du tout le cas. Hein. Nous, on change rien au flux, on est super sécurisé. Voire même on pourrait rajouter des éléments de sécurité dedans. Donc souffre un peu de l'image. Et après, il y a des trucs économiques, simplement le temps qu'il faut pour que les équipes l'intègrent dans leur roadmap technique, quoi, en fait. Voilà. Ok, trop bien. Et là, tu me disais en off, en amont que, là, vous avez complètement changé de business model aussi. Donc, là où avant il y avait beaucoup de setup et de frais de fonctionnement, là, du coup, là c'est du revenu récurrent. Tu en parlais dans l'explication de la solution, ça fait augmenter les revenus ou diminuer les coûts. Voilà, on diminue les coûts et notre business model est super gagnant-gagnant. Je vais pas parler anglais encore. Gagnant-gagnant puisque on partage l'économie avec le client. Donc là, on peut pas mieux faire. Donc il y a aucun coût de setup parce que c'est très simple à mettre en place. Et après, on mesure l'économie et on dit, nous, on prend 1/3 de l'économie, vous gardez 2/3 de l'économie. Donc c'est quand même plutôt sympa. Donc un business model basé sur le retour sur investissement. C'est ça. Je crois que j'ai jamais vu de business model comme ça, ou si, il doit y en avoir sous d'autres formes, etc. C'est innovant. C'est innovant, mais on essaie toujours d'être. En fait, on a regardé aussi ce qui se passait. C'est arrivé aussi par le discours commercial. Aujourd'hui, le marché, globalement, il est en difficulté parce que il y a eu les années d'or, les 30 dernières années.
Là, c'est plus compliqué. Il y a une segmentation extrêmement forte du marché avec l'arrivée des plateformes de streaming. Mais aujourd'hui, les périmètres sont plus clairs comme avant. Avant Netflix faisait du Netflix. Aujourd'hui, Netflix, selon les pays, ils achètent des droits du foot, du machin, du tennis, je crois, de Wimbledon, je sais plus où. On est aux US, ils font des événements live, etc. Et pareil, je dis Netflix, mais c'est pareil pour toutes les plateformes. Ouais. Donc on l'a vu, on a eu la Ligue 1 qui était sur Prime à un moment donné. Donc voilà, Prime, c'est comme Netflix. Normalement, ça fait de la VOD, quoi. Aujourd'hui, ils ont bien compris, en particulier avec le sport, que le live était important. Donc ils sont arrivés avec la VOD, donc la vidéo à la demande, et ils repartent avec. Donc du coup, l'enjeu pour tes clients, c'était réduire leurs coûts, c'est ça? Voilà. Donc les frontières sont plus, tout le monde fait un peu tout. Ouais. Voilà. Sauf que la segmentation fait que il y a jamais eu autant de contenu disponible. Et pourtant, quasiment personne gagne de l'argent. Ouais. Donc, il y a une espèce de paradigme qui fonctionne pas, quoi. Et pour Amazon, c'est presque un produit d'appel, le contenu, pour Ouais. après, oui, Amazon, c'est un peu particulier parce Ouais. qu'Amazon, on connaît le groupe et tout ça. Donc, je connais pas leurs enjeux majeurs là-dessus, mais je pense qu'ils gagnent de l'argent aussi ailleurs. Netflix est arrivé à l'équilibre, gagne de l'argent depuis 1 an ou 2, donc ça fait pas il y a très longtemps. Et puis après, on a toutes ces plateformes qui viennent des créateurs de contenu, les Disney, HBO et consorts, qui eux se disent, ah bah, comme c'est pas très cher d'accéder au truc, je vais pouvoir faire travailler mon catalogue, mais au lieu de le confier à quelqu'un d'autre, je le fais moi-même, comme ça je mets ma marque. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, les gens, ils sont au bout de la chaîne et voilà, quand t'es chez toi, qu'il faut payer 4 abonnements, 5 abonnements pour avoir Disney pour les enfants, Netflix pour le truc, Canal pour le live et pour le foot, machin pour le basket, etc. Au bout d'un moment, les gens, ils en peuvent plus. Ouais. D'où d'ailleurs le piratage. Ouais. Alors, en fait, à partir du moment où c'est cher, les phénomènes de piratage arrivent, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok. Donc on est au milieu de ce guet-là d'évolution du marché, à la fois des usages, mais aussi de la segmentation de toutes ces offres, qui est compliqué à gérer. Donc, pour venir au business model, il fallait qu'on trouve quelque chose qui permette agressif au bon sens du terme, qui permette de dire bon les gars, on vous demande plus tester la solution, bon c'est à vos frais, mais nous on vous demande rien. Et puis après, soyons dans un business model gagnant-gagnant. On mesure vos bénéfices ensemble et on va partager les bénéfices. Génial, à partir de la valeur créée, quoi. Voilà. Génial, trop bien. Et ça, vous faites les comptes à la fin de l'année ou en direct? Pour l'instant, je dirais le seul client important qui nous a pris la solution, on n'est pas dans ce business model-là, donc je peux pas dire, mais globalement, au moins, c'est tous les mois, tous les trimestres. Ok, ouais. Donc une revue mensuelle ou trimestrielle, ouais. D'où l'intérêt, si on revient à l'évolution de la société, parce qu'on a quand même des fonds d'investissement, et puis nous, toujours aujourd'hui, toujours, on a toujours 2 fonds d'investissement qui restent. Donc il va ils sont majoritaires. Ouais, ils sont majoritaires. À eux deux, il n'y a aucun majoritaire, mais les 2 ensemble sont majoritaires. Donc il y a toujours une sortie possible, la société. Et donc pour la valorisation de la boîte, c'est bien meilleur. Si tu veux, on était produit avec une belle valorisation. Pour info, en 2015, on était à ça de vendre à Sky en Angleterre, en fait. Ah ouais. On a fait les due deals quasiment jusqu'au bout et c'est un phénomène extérieur qui a fait que ça s'est pas fait, mais pas du tout entre nous et Sky. Et c'était un peu votre pic de valeur. Le pic de valeur, c'était assez élevé, ouais. On a du mal à s'en remettre aussi. On en reparlera en off. Ça marche. Et puis, donc la partie, les 7-8 ans, là, de professional services où la valo de la boîte, elle baisse parce que bon, tu as du jour homme, c'est pas très sexy en termes de valorisation dans société de service. Et là, on revient dans le produit, donc avec capacité de redonner de la valo à l'entreprise, ce qui est, voilà. Ouais. Et ça, c'est pour la partie. Ok, génial. Et puis après, la partie plaisir, elle revient. Avec ça, parce que comme je disais au départ, c'est toujours agréable de trouver la solution où les mecs en face ils te disent waouh. Et ça fait du bien. Tu vois une perspective en fait. Et puis bon, on va voir le client, même l'acte de vente, il est écoutez les gars, vous avez juste à tester, ça vous coûte rien. Et si vous gagnez pas, on gagnera pas. Donc qu'est-ce que ça. Voilà. Et en plus, on va régler vos problèmes. Et puis en plus, on met en prod chez un gros client et ça fonctionne hyper bien. Et puis ils disent on va l'enlever pour les matchs de foot. Puis finalement, ils l'ont gardé. Et là, on a battu tous les records. Et voilà, tu vois le côté toute cette chaîne de valeur où tu pars de l'idée,
tu fais l'idée, le marketing, la conception, la réalisation, la vente et la production, et ça marche. Et là, t'as un putain de plaisir. T'es de nouveau dans l'entrepreneuriat, quoi. Voilà, t'es dans le truc, là. Je me rappelle, il y a quelques mois, là, quand on a mis en prod, on était tous derrière les écrans à regarder les pics, les machins, et c'est super. Voilà, cette excitation, des premiers jours. Ouais, puis il y a aussi un plaisir d'exécuter quelque chose que tu as réfléchi et que tu as pensé, et qu'en plus ça marche. Ça, c'est top. Oui, c'est clair. Ouais. Incroyable, super excitant cette phase-là. Et justement là, si on regarde dans le futur, donc sur cette solution Frog2Frog, quelle est ton ambition, allez, disons à 2030? Est-ce que tu veux que ce soit 100% du business, en part de business par rapport aux autres solutions? Est-ce que on est en quelle date là? 26? On est en 26, ouais. Ouais, ça va tendre vers les 100%. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, j'imagine que ça fait moins de 50%, mais l'idée c'est de tendre. Moins. Aujourd'hui, okay. on est quand même 80% sur notre business actuel, quoi. Donc c'est une phase de lancement, ouais. Mais c'est une phase de lancement, ouais. Ok, génial. Mais oui, le switch, pour moi, la stratégie, c'est le switch. De toute façon, c'est même pas que je le... T'as pas le choix. Pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Justement, c'est une bonne transition vers un peu les perspectives, les évolutions du marché en termes de d'ici à 2030. On parlait, t'as mentionné à plusieurs reprises que les décodeurs, donc le marché historique, est encore utilisé par des usagers de génération plus ancienne, mais qui rapportent plus d'argent aux opérateurs. Ou sur des marchés émergents encore. Voilà, aujourd'hui, je vois Canal+ en Afrique, par exemple, pour reparler de Canal, parce que je le connais bien, mais c'est le cas pour les autres aussi. C'est encore du décodeur. Là, ils ont acheté MultiChoice en Afrique du Sud. C'est 30 millions d'abonnés en Afrique du Sud, dans les pays autour. Bon, c'est encore un niveau de vie qui fait que, un niveau de connexion qui fait que le satellite ça dépend de la pénétration Internet. Voilà, exactement. Ok. Ça reste le moyen le plus sûr de c'est vrai qu'il y a encore 1 milliard de décodeurs. Enfin, ça baisse quand même. Ça baisse. Décodeur baisse quand même globalement, parce que c'est encore les pays émergents. Mais moi, je vois l'Amérique du Sud, par exemple, dans lequel on a lancé 3 ou 4 générations de produits à l'époque qui étaient hybrides, qui étaient souvent connectés plus satellites, parce qu'on pouvait pas tout mettre les œufs dans le même panier. Donc les boîtes, ce qu'on appelle allaient 100% OTT, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Et justement, si on se focus sur des marchés comme France, Royaume-Uni, US, moins de 50 ans, le marché des 10 prochaines années, il sera uniquement OTT, c'est-à-dire en Internet, avec soit la télé qui se connecte à Internet, soit une Apple TV. Oui. Enfin, c'est Internet, c'est pareil. Voilà. Quel que soit le device sur lequel tu utilises, ça reste soit Internet, soit 5G. Ok. Et du coup, on va rester là-dessus les 20 prochaines années, ou est-ce qu'il y aura une autre innovation encore qui... Alors 20, je suis pas assez bon pour te dire sur les 20 prochaines. C'est beaucoup 20, mais sur les 5-10 prochaines années, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est ça. De toute façon, la connexion, introduit des fonctionnalités sur lesquelles tu pourras pas revenir en arrière. Aujourd'hui, toi, tu me disais que tu es sur Apple TV, moi aussi d'ailleurs chez moi. Donc je regarde Canal par exemple sur Apple TV. Pareil. Si tu te remets sur l'antenne hertzienne, tu vois, tu peux pas dire, je dis n'importe quoi, mais tu vois le journal de 20h, tu vas aller aux toilettes, tu fais pause, tu reviens, tu fais play et tu regardes avec 5 minutes de décalage. Tu peux venir en arrière, en avant. Voilà, c'est ça. Puis par exemple, ça a révolutionné ce qu'on appelle le PVR, c'est-à-dire le Personal Video Recorder, le disque dur. Oui. Il y en a plus aujourd'hui. Tu vas sur ton application et tu vas chercher ton contenu qui est quelque part, qui est disponible. Donc aujourd'hui, mettre un disque dur avec toutes les problématiques de gestion, parce que nous, quand on a commencé, on avait quasiment que des PVR, des disques durs. Donc ça crée des scénarios de tests et tout ça qui étaient ultra complexes. Je lance mon enregistrement, je le programme, je le regarde, comment je stocke, et quand j'ai plus de place, comment je fais, lequel je remplace, quel message j'envoie, etc. C'était une fonctionnalité à part entière, ultra complexe à gérer. Là aujourd'hui, tu l'as plus. C'est clair. Tu vas sur ton interface et tu dis tiens, le match de foot je l'ai pas vu, tu tapes machin et tu vas le retrouver.
Instagram sur Eurosport pour pas être spoilé et pouvoir profiter en replay. Ça c'est plus difficile parce que il faut couper toutes les notifications sur ton téléphone pour pas connaître le score si tu regardes le match en replay. Exactement. Et que ça soit ça ou une émission ou le journal de 20h, enfin voilà, aujourd'hui tout est disponible en replay. Tu peux rater ta série du soir parce que t'es invité chez des amis. Tu sais que tu le regarderas le lendemain et t'as pas besoin de l'enregistrer, quoi. C'est clair. Justement, j'avais encore une question sur votre nouvelle solution là, Frog2Frog. Aujourd'hui, cette solution, elle te permet de non seulement adresser les opérateurs et les télécoms historiques comme Canal, mais tu peux aussi du coup adresser les nouveaux, les Netflix, les Disney, les. Tout à fait. Alors ça. Parce qu'ils ont tous les mêmes problèmes de stockage. Oui. Alors ça a étendu notre base de prospects. On était très centré sur les tier 1 opérateurs dans le monde. Aujourd'hui, on a étendu à toutes les plateformes de streaming. Donc là, ça nous a multiplié par je sais pas combien. La taille de marché. La taille de marché, elle est énorme. Donc aujourd'hui, en particulier, tous ceux qui font du streaming de sport. Parce que pourquoi ? Parce que dans le sport, on est souvent dans la seconde du live. Et c'est ça qui nous intéresse. Tu vois, sur exemple. Oui, parce que t'as des pics. Et puis si tu regardes une série, encore une fois, tu vas aux toilettes, tu la regardes avec 5 minutes de décalage. Alors nous, ça marche plus s'il y a 5 minutes de décalage parce qu'il faut qu'on échange le même segment vidéo du live. Alors que dans le sport, tu seras toujours, même si tu vas faire pipi, tu reviendras toujours et tu vas accélérer, mais tu vas revenir sur le live. Si c'est rien passé, tu vas revenir sur le live. Donc c'est pour ça qu'on a des taux de richesse, ce qu'on appelle de partage, qui sont super importants sur le sport en particulier. Ok, trop bien. Donc ça nous élargit notre base de prospects potentiels, mais du coup c'est aussi un nouveau métier de prospection pour nous parce que qu'est-ce qui change et quoi? On les connaît pas. Ah oui, ok. C'était pas nos clients ni prospects des 18 dernières années, quoi. Tu dois créer un nouveau carnet d'adresses. Bon, ton premier carnet d'adresses te permet quand même de signer des premiers clients, mais ensuite et du coup tu dois réfléchir. Les best practices avec vos anciens clients marchent peut-être pas avec les nouveaux clients. Surtout, faut les connaître, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a embauché. C'est pour ça que on a pris un peu des outils pour arroser un peu le marché. On fait des nouveaux salons, des nouveaux profils de salons. C'est-à-dire que les vieux salons à l'ancienne, purement TV, commencent à être un peu has-been. Et on commence à avoir des salons qui sont dédiés aux plateformes de streaming, de sport, etc., etc. Donc ça, c'est nos nouveaux enjeux, quoi. Ok, trop bien. Tac, j'avais juste une question là-dessus. Oui, voilà. Est-ce que, aujourd'hui, sur ce que vous faites là-dessus, donc sur ce marché, est-ce que vous avez des concurrents ou, est-ce qu'il y a des gens qui font exactement la même chose? Oui. Et si oui, comment tu te différencies? Alors, sur le papier, dans la proposition de valeur, on a un concurrent en France qui, sur le papier, fait la même fonctionnalité. Donc aujourd'hui, sur ce qu'on sait, ils le font pas de la même façon. Voilà. Après, on avait plutôt des solutions qui étaient anciennes. Alors ils sont plus trop concurrents parce qu'ils sont un peu passés de mode. Le problème qu'on a, c'est qu'ils ont donné une mauvaise image en termes de performance. Ils ont donné une mauvaise image du système peer-to-peer. Ah, ok. Donc de réputation. Ça devrait être. Sinon, aujourd'hui, après, c'est bien de pas être tout seul non plus. Parce que ça montre qu'il y a un marché aussi. Ok. Trop bien. Belle perspective d'avenir du coup. J'ai lu ce matin que YouTube, quand même, on en a parlé un tout petit peu, YouTube TV a engrangé l'année dernière 60 milliards de revenus, soit plus que Netflix, plus que Disney+. Et en plus, rentable. Moi qui regarde beaucoup de podcasts maintenant, tout est filmé sur YouTube, c'est des moyens de dingue. Avec YouTube Music, ils sont en train de prendre des parts de marché à Spotify, à Apple Podcast, avec YouTube TV. Maintenant, il y a des émissions qui sont en replay sur YouTube. Il y a peut-être des championnats sportifs qui vont passer sur YouTube. Bien sûr. TV. Ça fait partie complètement de cette fragmentation dont je parlais. Du coup, il y a quand même un risque que YouTube il soit partout de A à Z sur la chaîne de valeur, quoi. Oui, mais il y a aucun acteur qui prendra la totalité de toute façon, quoi. Et t'as aussi une problématique de taille critique. Ce qui est, de toute façon, c'est un marché qui va se consolider.
Forcément, puisque comme je disais, il y a tellement de contenu disponible, mais très peu gagnent de l'argent. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des consolidations. Donc, soit t'es sur une niche et t'es regardé parce que y a que toi qui fais tel sport, machin, etc. Ouais. Soit t'es un gros acteur du marché et que t'as les épaules suffisamment solides pour avoir certains contenus. Et soit t'es moyen et à un moment donné, soit tu vas disparaître, soit tu vas être racheté. Ouais. Non, c'est Voilà. clair. Après, il y aura jamais qu'un seul acteur. YouTube fait partie des gros acteurs, hein, mais bon, même TikTok, hein, c'est quelque YouTube part. pourrait être ton client aussi, j'imagine. Oui. Ouais. Okay. Surtout sur la partie stockage VOD. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de live qui font qui brassent. Non, mais c'est sûr. Ok. Cool. Je pense que on a fait un très très bon tour de Yplay. Il nous reste quelques minutes. J'ai envie de repasser plus sur ta perception de toutes ces années avant de finir sur les questions rituelles. Est-ce que sur les 20 ans, il y a eu une crise aiguë où tu as failli mettre les clés sous la porte et c'était quand ce moment-là? C'était après il y a eu plusieurs fois, mais c'était au moment de la croissance, donc on attendait des levées de fonds, des choses comme ça, donc c'était aigu. Les années 2010. Donc je l'ai moins ressenti. Bon, c'était très compliqué, mais c'est du cash flow du coup. Ouais, ça c'est demandé du cash, etc. Là après le rachat d'Afismart et de la fermeture d'Afismart, ça a été plus compliqué. J'ai passé un mauvais moment. Ok, ouais. J'aime pas trop en parler, mais c'est bien aussi. J'ai passé quelques mois difficiles. Il a fallu se séparer de gens et bon, pour moi, c'est un échec perso. C'est un échec perso. On s'est passé d'associés, d'amis à tous les étages de la société. Il a fallu vraiment faire des gros efforts de restructuration. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est toujours pareil, quoi. Hein. Après, nous, on n'est pas des groupes mondiaux dans lesquels il est censé 10 000 personnes pour remonter leur cours de bourse dans un an. Mais quand même, fait d'annonce, mais nous, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire que si on fait pas ça, on meurt, quoi. Ouais. Donc c'est important, c'est ma responsabilité. Tu te fais accompagner dans ces moments-là ou... pas avec l'équipe, pas à l'extérieur. Je ne fais pas de coaching, de choses comme ça. Mais la dernière fois, je l'ai mal vécu. Je le dis en toute honnêteté. Je l'ai mal vécu, ça a été très dur et je me suis dit que je voulais plus repasser une période comme ça. Parce que on a aussi c'est un bon côté, mais c'est un mauvais côté. C'est une question de curseur. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il va s'accrocher jusqu'au bout. Je sais pas. La difficulté, c'est de savoir à quel moment il faut savoir lâcher. Et bon, moi, je m'en suis sorti. Donc, je me suis dit que j'avais pas passé le truc. Mais au moment où je l'ai fait, je pouvais pas savoir que je l'avais pas passé. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Enfin, tu savais pas que t'étais encore dans le jus et tu savais pas que t'avais passé le... Voilà. Et ça a été. J'aime pas me plaindre parce que c'est pas mon truc, mais c'était un moment difficile que j'ai vécu plutôt personnellement. Mais c'est vrai que c'est des nuits à pas dormir, c'est beaucoup de stress, beaucoup de remise en question, voilà, tout en sachant aussi qu'il faut le faire, parce que sinon, il faut sauver le reste, hein, donc voilà. Et puis justement, beaucoup d'énergie à mettre dans la communication en interne, en externe, etc. Donc ça te demande une putain d'énergie, quoi, tu vois. C'est clair. À des moments en plus où t'en manques, tu vois. Donc il faut aller vraiment chercher. Tu sais, comme dans le sport là, tu sens le moment où il faut aller chercher le truc au fond de toi. Parce que c'est là où il faut mettre le coup de rein et c'est pas forcément là où t'as le plus de jus, quoi. Et donc faut aller chercher des ressources cachées, quoi. Et t'as réussi à passer cette phase, mais je connais des entrepreneurs qui aussi, mais la leçon de cette histoire, c'est que tu vois, je me suis dit que en tout cas pour moi, j'ai plus envie de retomber dans ce niveau de stress. Comment du coup? Peut-être que je sais pas, peut-être que la prochaine fois je lâcherai avant. Ok. Je sais pas, je sais pas, mais où j'essaierai de le vivre mieux ou avec un peu plus de détachement. Ok. La prise de risque, t'aurais pu la faire plus basse ou non, ça il fallait la prendre. Non, c'était déjà. Il fallait y aller là. Ok. Il fallait y aller. C'est dur parce que franchement, je me suis séparé d'associés, de collaborateurs, mais qui étaient devenus des amis au fil du temps. C'est dur. C'est très dur côté perso.
Enfin, merci de nous le partager. Enfin, dans les podcasts, souvent, on parle que de ce qui va bien, on glorifie. Là, c'est sympa aussi Ouais, de mais voir, 20, voilà. 20 ans, tu sais, il y a pas Ouais. de sur le métier d'entrepreneur, on va dire, enfin, moi, j'en connais pas où tout va bien tout le temps, hein. Oui, non, c'est sûr. Voilà. Justement, c'est super intéressant notre épisode parce que t'es je pense, l'entrepreneur le plus expérimenté. On n'a jamais fait un épisode avec autant d'années on va dire, en termes de perspective à pouvoir décortiquer. Donc, c'est intéressant de voir De toute façon, toutes ces dans la phases. tech, avec des fonds d'investissement, je crois que je suis un dinosaure parce que depuis le départ, tu sais, ils cherchent toujours à te remplacer en disant non, mais on va te mettre à main. Et à la fin, je suis toujours là. Je sais pas comment, je suis toujours là. Voilà, Bah, t'es bon. ouais, c'est le moins pire. Non, non. On a parlé de crise. À contrario, les succès, je pense qu'on en a parlé, c'est toutes les phases où tu as construit des nouveaux produits et que ça marchait, que tu voyais chez l'utilisateur final que ça marchait, qu'il y avait de l'émulation entre les équipes. J'imagine que c'est ça. Ouais, ça permet de regonfler les moteurs, remettre du carburant et ça fait vraiment du bien. C'est pour ça qu'on fait ce boulot, quoi, hein. Voilà, c'est pour ces moments-là, quoi. Trop bien. On est dans Vitamine Sud. Il y a des questions rituelles pour la fin. Moi, j'ai envie qu'il y ait davantage de gens super ambitieux qui entreprennent depuis notre territoire et de montrer qu'il y a des super success stories dans notre territoire. Est-ce que toi, tu considères, vous avez dès le départ été ici à Laux, proche de Marseille. Est-ce que ça a été une chance pour vous, tu penses, ou est-ce que vous auriez pu être plus gros ou plus ambitieux si vous étiez à Paris ou vu que vous avez 80% de clients à l'international, à Londres ou aux US? Franchement, bon, là, aujourd'hui, effectivement, on a Canal+ comme client important, mais on l'a pas eu tout le temps. On a des chiffres d'affaires beaucoup plus équilibrés. Non, ça a été je pense franchement, ça a été un choix et une chance. OK. Un choix parce qu'on était tous d'ici, les fondateurs, et qu'on n'avait pas envie d'aller ailleurs. Pour évidemment la qualité de vie, etc. C'est une super qualité de vie quand même dans la région, quoi qu'on en dise. Après, on en a fait une force. D'ailleurs, on avait fait une vidéo à un moment donné de recrutement il y a 15 ans Star Wars? Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. qui mettait en valeur l'enjeu. Alors bon, on avait, enfin, on a toujours, mais bon, les gens ont vieilli un peu avec nous, mais à la base, au pic, quand on était 150, on est quasiment que des ingénieurs, donc c'est la génération, donc ça a été plutôt, ça a jamais été un frein. C'était un point différenciant du coup C'est pour un point attirer. différenciant, voilà. Après, comme tu disais, notre business est international. Les gens viennent pas nous voir ou très peu. Et quand ils viennent, ils sont contents de venir à Marseille. Donc c'est super. Ils trouvent ça exotique en fait par rapport à Paris, hein, parce que bon, l'Américain il sait pas où c'est Marseille, mais il connaît que Paris parce qu'il y a que Paris. Et encore, c'est en train de changer. New York Times fait de plus en plus d'articles. J'espère, mais là, pour l'instant, ça reste quand même à Marseille. Ok, petite ville, mais c'est sympa. On a les Américains qui sont venus, on a tout le monde souvent qui sont passés. Donc c'était presque quelque chose d'un peu exotique. Et puis quand ils viennent pas pour une heure, hein, ils viennent pour travailler une journée, 2 journées, une semaine. Donc il n'y a pas de problème d'être ici, il n'y a pas de problème d'être excentré par rapport au centre-ville de Marseille. Bon, voilà, les gens vont courir, font du VTT entre midi et 2, ou là, on attend 6 mois dans l'année où tu vas pouvoir déjeuner en terrasse, etc., ou plus que ça. Donc, ça a été plutôt une force qu'une faiblesse. Trop bien. Voilà. Et puis pour nous, sur les déplacements, ça te fait un petit vol supplémentaire pour Paris, mais pas plus que ça, quoi. Donc, tu vas quand même régulièrement à Paris pour entretenir un peu un réseau. Très peu, honnêtement, le moins possible. Et du coup, t'as plus de focus aussi. Pas Paris, parce que par exemple, là, je reviens de Las Vegas sur un salon. Bon, t'as toujours un vol Paris-Marseille, enfin Marseille-Paris et Paris-Las Vegas. Oui, c'est bon, ça rajoute. Ça rajoute 1 heure de vol. C'est pas. En tout cas, c'est pas un frein. Coût. Alors des coûts, par contre, si moins importants, hein, je pense que. Donc oui, pour les entrepreneurs, je pense. Alors ça dépend de l'activité. Il y a des activités qui sont plus centrées sur les grandes villes ou Paris peut être important. Mais toi, c'était pas plus difficile de recruter? Non, au contraire même. Je connais des boîtes tech où tu vois. En plus, t'as eu le Covid où tout le monde voulait aller en région. En plus, le licorne, tu vois, sont à Paris, donc ils sont les meilleurs devs, les meilleurs machins, etc. Mais t'en as qui sont comme t'en as Bordeaux, machin, etc. Encore une fois, qualité de vie, prix du mètre carré, stress.
Non, c'est Ouais, clair. aujourd'hui, quand on parle beaucoup ça revient un peu en arrière, mais on parle Ouais, beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, ne pas vivre à Paris peut être ouais. aussi un choix et Non, c'est c'est clair. une qualité de vie. Je dis pas qu'on vit mal à Ouais. Paris, mais qualité de vie Je différente. trouve qu'on a plus de focus et plus de Puis niveau de vie plus faut se facile, hein. ressourcer pour avoir plus d'énergie aussi, Bah, au boulot. avec le même salaire d'ingénieur, tu vis à Ouais. Marseille, tu as un niveau de vie supérieur, Ouais. au même ingénieur qui vit à Paris, même Ouais, non, s'il c'est peut clair. il Il y a peut un peu d'inflation potentiellement, là en ce moment, mais ouais, ouais, ça, voilà. c'est clair. Mmh. Et ouais, c'est juste que il y a tellement de monde à Paris. Enfin, si je fais l'avocat du diable, enfin pas l'avocat du diable, mais genre si les arguments adverses seraient, bah, t'as tellement d'entrepreneurs à Paris que tu peux faire des déj, des petits cafés, ou peut-être que ça t'apporte plus d'opportunités que ici. À Ouais. contrario, ici, tu peux avoir plus de focus et donc avoir moins de distractions, quoi. Oui, et puis si tu veux faire du réseau, t'en fais. Ouais, Je veux dire ouais, aujourd'hui, ouais. Paris, c'est 3 heures de TGV, Oui, hein. oui, Je veux non, c'est dire donc, clair. tu vois quelques clients, tu te fais un Ouais, déj le soir, ouais, voilà. Moi, je suis ouais, dans un club APM. ouais, On a fait la biannuelle à Paris, bah, je passais 2 jours, ouais. c'était super. Bah, pas de stress, quoi. OK, trop bien. Moi aussi, je vais boire. Ouais, vas-y. Excuse-moi. Non, c'est clair. Trop cool. Je sais que du coup, tu es mentor au réseau Entreprendre. Ah, j'étais Tu étais. J'ai plusieurs invités qui sont passés par le réseau ouais. Entreprendre. Julie Davico, qui a fondé Ambrea, Charlie Rousset, qui a fondé Morphée et d'autres. Si tu avais, t'en as déjà donné quelques-uns, des conseils, mais si tu avais, je sais pas, une routine, une conviction, un conseil concret pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi de ton expérience? Si tes enfants, t'as 5 enfants, Ah merde! se mettaient à entreprendre, ou peut-être J'ai qu'ils ont déjà commencé, mais se ouais. mettaient à entreprendre, tu leur dirais: «Bon, tu fais ce que tu veux, mais par contre, si tu dois retenir une chose de mon expérience, c'est ça». Ouais. J'aime pas trop donner des conseils parce que c'est un peu pompeux, mais et présomptueux, mais moi, il y en a qu'un parce que j'ai vécu le début de la French Tech, tu vois? Les réunions à New York où tu as les mecs qui font des applis, machin, ils sont là. Pour moi, il y a qu'un seul vrai trigger, c'est chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. OK. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller chercher du chiffre d'affaires, faut arrêter de réfléchir, d'être là dans l'intellectualisation du truc. J'ai trop vu de start-up naître et mourir en disant ouais, j'ai un super truc, machin, et puis Trop de strates. les gens sont intéressés, et puis voilà, et puis c'est super, et puis là, attends, t'as fait du chiffre, Mmh. vas-y quoi. Ouais. De toute façon, l'histoire de Whiteplay, si je devais résumer, et c'est pour ça que je donne ce conseil-là, c'est que depuis le départ, on nous a dit qu'on n'y arriverait pas. OK. Mais c'est impressionnant, hein. Mmh. La première fois où j'ai vu, SFR, déjà on nous a dit: «Vous arriverez pas à lever des fonds». On a levé des fonds. «Vous partirez pas de la boîte». On est parti. On a levé des fonds. Après SFR nous a dit: «Non, non, mais le marché», à tel point que la première réunion avec SFR, je leur ai dit: «Bon écoutez les gars, je vais pas perdre de temps parce que tout le monde me dit qu'ils vous connaissent, que c'est du réseau, que c'est du lobbying et cetera, et que moi j'en vois rien, donc soyez sympas, me faites pas perdre du temps». Le gars était vert. Mmh. Et le gars, il m'a dit: «Pas du tout, nous, on sait que l'innovation vient des boîtes comme les vôtres et cetera, donc on a vraiment envie de regarder». Donc Mmh. c'était sympa. Canal+, on nous a dit: «Vous y arriverez jamais, vous prendrez jamais. Canal+, c'est pas possible, c'est pas pour Mmh. vous» et cetera et cetera. 15 ans après, on travaille avec eux. Mon ex-patron m'a dit: «Mais de toute façon, tu géreras jamais une société d'ingénierie parce que t'es pas ingénieur toi-même». 20 ans après, je rigole quand même. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a toujours une solution. Et Voilà. enfin, Et je pense que l'ADN, juste pour finir, mais ouais. l'ADN, c'est aller chercher le client. Comment une petite boîte d'Allo peut travailler avec AT&T en Amérique du Sud et lancer dans 15 pays d'Amérique latine? Quand je dis ça, les gens, ils hallucinent, et même moi, très honnêtement, moi-même, j'aurais halluciné si on m'avait dit avant que ça allait faire ça. Et puis après, t'es dedans, mais si tu veux, on a été toujours très, très opérationnel. C'est-à-dire l'objectif, c'était vraiment de vendre. Mmh. Voilà, et ça, je pense que c'est important. Il faut aller chercher le revenu le plus vite possible. De toute Ouais. façon, aujourd'hui, sur la levée de fonds, hein, ce que j'entends, c'est l'amorçage, c'est de plus en plus difficile, et les gens demandent des preuves quand même. Avant, on Ouais. investissait en disant OK, vous ferez du chiffre d'affaires dans 5 ans. Ça, c'est bon pour l'AI, On demande comme c'est bon pour le médical, par exemple, tu vois, parce qu'il y a de la recherche fondamentale, machin, etc. Mais pour nous, petits kidam qui faisons du truc du business au quotidien, ils demandent de faire faire du de business. l'attraction, Donc quoi. il faut vraiment, vraiment aller arrêter de penser que ça va marcher et faire en sorte que ça marche. Super commercial, quoi. Ouais. OK.
Et juste, je trouve ça hyper intéressant par rapport à toutes ces personnes qui ont pu vous dire, te dire, tu vas pas y arriver. Est-ce que ça a instillé un doute chez toi ou tu disais non, moi je vais y arriver, je suis sûr. Oui, tu peux Qu'est-ce qui pas. qu'est-ce qui te fait croire en toi? Parce que quand t'es fondateur, tu dois être le premier à être amoureux de ton produit, de ta vision, Oui, donc le doute c'est comme le stress. T'as du doute et du stress positif et négatif. Si ça introduit un doute qui t'inhibe, c'est pas bon. Si ça introduit un doute qui te fait réfléchir et mieux calibrer ton projet et du coup avancer mieux, je trouve que c'est bien. Et je pense que je dis même pas moi, nous, l'équipe, on a toujours été comme ça. C'est-à-dire que le doute, on l'a pris, mais aussi on l'a pris en positif. C'est-à-dire, ah bon, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour contourner potentiellement les freins que les mecs nous ont dit qu'il y avait. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'on va pas avoir Canal Et c'est peut-être pour ça qu'avec SFR, j'ai démarré le meeting comme ça. Mais l'air de rien, j'avais mon associé qui était à côté de moi, il était vert. Il m'a dit, mais en plus, ça m'est sorti comme ça, tu vois, j'avais pas du tout calculé le truc. Je suis un peu un intuitif de ce genre de truc. Et d'un seul coup, le gars, la salle de réunion, je me rappelle, dans un demi-étage, là, presque dans le noir et tout, et je lui dis, attendez, là, moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, et c'est le patron de Neuf Télécom, quand même. Et le gars, il m'a regardé, et en fait, ça a créé, un super fit entre nous. Ça a brisé la glace un peu, ouais. Et finalement, je pense qu'on a gagné énormément de temps avec ça, quoi. Ah, c'est ça. Génial, trop belle anecdote. Ok, super clair, super inspirant. Ça fait plus de 20 ans maintenant que tu entreprends dans la région. Vitamine Sud a l'ambition d'interviewer encore plein d'entrepreneuses et entrepreneurs inspirants. C'est bien. Qui est-ce que tu aimerais écouter à ce micro? Qui est-ce qui t'a inspiré ou t'inspire aujourd'hui dans la région? Ou qui est-ce que je devrais inviter? Ouais, je sais pas. Honnêtement, compliqué. Là, c'est compliqué. Tu peux faire, Joker, hein. Je suis pas très, tu vois, notre marché n'est pas régional. Donc, je côtoie un peu des PME dans la région grâce à l'UP, auquel je suis adhérent. Alors, encore une fois, je suis plutôt pour rester en contact avec le milieu local, etc. Aujourd'hui, sur Marseille, je sais pas. Ok, bon, tu peux faire un appel au public ou au Joker et tu me diras par la suite. Appel à Nanou. Ok, ça marche. J'aimerais bien savoir si Jot va s'en sortir, par exemple. John. Jot, les doudous. Ah oui, Jot. Ok, ouais, c'est vrai que. Ok, je me le note, ouais. Pourquoi ils se sont retrouvés dans cette situation-là? Voilà, c'est une question. Après, est-ce que peut-être des questions aussi un peu transverses qui intègrent l'IA ou des agents IA dans leur métier au quotidien, etc. C'est vrai, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, on en a parlé un peu. C'est un gros sujet pour toi, ça, aujourd'hui? Ça te prend une grosse charge mentale? Non, pas une grosse charge mentale, mais c'est un sujet, je veux pas qu'on passe à côté. T'es en mode veille? Voilà, je suis en mode veille active, pas que veille active, quand même, donc de test, etc., quoi. Ok. Non, justement, je bouge les équipes parce qu'on est pris par le quotidien. Et justement, je les bouge pour éviter qu'on passe à côté de quelque chose. Parce que j'essaie de regarder des podcasts US sur l'IA, etc. Moi aussi. Lire des articles des universités là-bas. Ils disent que pour l'instant, sur des grosses boîtes, ça se permet surtout via les agents de réduction des coûts. Mais ça crée pas encore de l'innovation sur la top line, sur le chiffre d'affaires. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui pour les entreprises, plutôt que de courir après la dernière innovation de tel ou tel LLM, c'est de réfléchir un peu à leur organisation et de cartographier un peu tous les process qui ont faible valeur, moyenne valeur, exactement, etc. Exactement. Donc je pense que c'est un des enjeux effectivement, quoi. Ok. Génial. Justement, de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Est-ce que s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter, est-ce que, je sais pas, des opportunités, ou est-ce que vous cherchez est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous avez des besoins? Écoute, pas pour l'instant, en tout cas, pas de façon significative pour que ça soit, non, aujourd'hui, on te laisse tranquille. Ouais. Mais on peut quand même essayer de te contacter via LinkedIn. Ouais, bien sûr. En mentionnant Vitamine Sud, alors. Ouais.
Cool. Tac, tac, tac. Deux dernières questions, Jacques. Après, je te libère, je te promets. Vitamine Sud. Qu'est-ce qui te donne de la vitamine aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Le business qu'on a actuellement, parce que ça, on voit quand même un peu la lumière au bout d'un petit tunnel qui était quand même assez sombre à un moment donné. L'équipe aussi. Moi, j'ai besoin de marrer aussi au quotidien. Donc, j'ai toujours travaillé. J'ai essayé. Alors, j'arrive pas tout le temps parce que je suis pas parfait, mais j'essaie toujours de mettre quand même une bonne ambiance. Et j'en parlais, je sais plus à qui. C'est vrai que l'équipe que j'ai autour de moi je prends du plaisir à travailler avec eux, je prends du plaisir à arriver le matin, je me dis pas oh putain merde, je vais tomber sur l'autre qui va me faire chier avec ses problèmes. Voilà, on a une bonne culture. Il y a une bonne culture d'entreprise, il y a des gens qui sont autonomes, qui sont sympas. Tu as croisé tout à l'heure notre VP Engineering en survêtement et en basket. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Je te détente. Voilà, c'est voilà, mais donc il a pas l'air, mais voilà. Ça carbure derrière. Ça carbure derrière. Donc voilà, c'est les moteurs. C'est le plus important. On bosse la majeure partie de notre vie, autant que ce soit chouette et agréable, quoi. Voilà, après, vie personnelle qui va très bien aussi, un bon équilibre avec le sport. C'est quoi ton sport à toi? Bah écoute, je fais encore du foot. Ah ouais, pas mal. C'est très cardio. Un peu de foot, un peu de tennis. Et cette année, je me suis mis à la boxe. Et c'est très très dur. Ok. T'as pas encore fait le virage paddle en tant que tennisman? Putain, non. Non, t'as pas pris cette mode. Il y a trop de moqueries sur les réseaux sur le paddle. Non, je joue toujours au tennis parce que je fais tennis depuis des années. Et ça, voilà, bon, j'aime bien le sport en général. Je fais beaucoup de moto aussi. Ouais. Trop cool. Voilà, donc ça me fait des bons. Là, je pars 15 jours en Écosse en moto, en groupe. Là, trop bien. Okay. Donc, magnifique. J'ai vécu 1 an à Édimbourg, si tu veux. Là, il faut absolument faire la Isle of Skye, au nord-ouest de l'Écosse, qui est des paysages Seigneur des Anneaux qui sont magnifiques. Donc voilà, il faut aussi un bon équilibre, tu vois, dans le mauvais moment dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Je pense que j'ai survécu grâce aux à côté aussi, quoi. C'est important, c'est tout un équilibre. Je pense que l'entrepreneur qui est 150% que dans sa boîte, c'est comme le sportif qui fait que s'entraîner, ça marche pas non plus. C'est ça. Non, mais de toute façon, c'est l'analogie au sport. L'entreprise est pour moi, elle est très forte. À la fois, alors plutôt sport collectif, parce que c'est un collectif, mais c'est aussi des moments de sprint et des moments de récupération. Et si tu te donnes pas ces moments de récupération, c'est compliqué. Au bout d'un moment, tu finis sur les rotules et c'est pas bon ni pour toi, mais surtout ni pour l'entreprise. Ouais, c'est clair. C'est clair, belle punchline. C'est une très belle conclusion que partagent pas mal de mes invités sur cette analogie athlète de haut niveau et entrepreneur. Jacques, je vais peut-être faire une fête avec tous les invités de Vitamine Sud à la fin de l'année, en décembre 2026. On va se retrouver pour fêter quoi pour toi et pour WhyPlay à ce moment-là? C'est une bonne question. L'avancée de notre business, peut-être les prochains clients, j'espère qu'ils vont arriver sur notre produit Frog to Frog. Voilà, et puis caler une bonne année avec d'un bon résultat. Voilà, prendre du plaisir, potentiel croissance et surtout avoir pris du plaisir. Trop bien. Voilà, génial. Ce qui est majeur. Jacques, j'ai passé un super moment. J'ai appris énormément de choses que je pensais pas savoir un jour. Je trouve que je ferai énormément de plaisir à comprendre toute l'aventure WhyPlay depuis le début, à découvrir ta personne, tes expériences, tes apprentissages. Merci beaucoup de m'avoir invité dans tes locaux et j'espère à bientôt. À bientôt, Daniel. Merci beaucoup. Salut. Bon travail. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média et j'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 mini-actions très rapides aident énormément. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, Spotify, Apple, Deezer ou autre, puis cliquez sur « Évaluer l'émission » et mettez-moi une petite note 5 étoiles. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.